J'avais un 39 heures semaine, j'ai commencé en employé, puis j'ai évolué dans l'entreprise. Donc après, j'avais un statut cadre où on te demande plus de responsabilités, plus de temps. Et en fait, je m'étais dit, à aujourd'hui, je dois développer mon projet et j'ai mon taf. Je gagne pas d'argent avec mon projet, je gagne d'argent avec mon taf. Donc mon objectif, c'était de pouvoir donner ce que l'entreprise avait besoin. Donc aujourd'hui, il me demande des missions et il y a une liste de courses sur laquelle je dois avancer. Et j'ai ma liste de courses à faire pour développer mon projet. Donc pour moi, c'est juste une question de savoir jongler entre les deux et c'est très difficile parce que des fois, tu travailles de 9h à 18h, 18h30, puis tu rentres et tu manges 2 heures d'écriture d'article. Il y a des outils comme ChatGPT où en fait j'ai l'impression qu'aujourd'hui beaucoup de contenu c'est du copier-coller parce qu'en fait ça sort de ChatGPT, on reconnaît aujourd'hui la touche ChatGPT. Et en fait pour moi ChatGPT c'est pas le producteur normalement du contenu, il faut vraiment le voir comme un super stagiaire. Qui aujourd'hui se voit travailler jusqu'à 65 ans? Pas moi. Donc à un moment donné, dois mettre l'énergie pour y arriver. C'est dur parce que sinon tout le monde le ferait. Tu vois, il y aurait des millions de personnes qui diraient bah moi je veux pas travailler jusqu'à 65 ans, du coup je fais mon projet et ça marche. Bah non, à un moment donné, en plus générationnellement parlant, la nouvelle génération va vouloir moins travailler, va sentir qu'il n'y a pas de retraite, va sentir un peu ce truc là. Yes. Pour moi le CDI ça correspond aussi à une partie des gens et il faut respecter ça. Mais moi à partir du moment où j'ai pris cette décision, et ben je me suis donné tous les moyens pour réussir. Encore une fois il y a des regrets, il y a des échecs, etc. Mais le travail, il n'y a que ça qui a fait que le travail. Charbon. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur Redline, le podcast sur lequel on va naviguer sur 3 îles, l'entrepreneuriat, la productivité et le digital. Et aujourd'hui, on embarque avec nous dans l'aventure Reda, je suis honoré de t'avoir avec moi aujourd'hui et de t'embarquer sur le bateau de ce nouveau podcast, de ce nouveau concept. Tout le plaisir est pour moi. Merci pour l'invitation. Je suis content d'être le premier. Ah oui, comme ça, obligé. on va inaugurer ça comme il faut. Les Lillois d'abord. Exactement. Reda, tout d'abord, pour commencer, on va pas innover. Présente-toi de la manière dont tu souhaites. Ok, moi je m'appelle Reda, je suis créateur de contenu actuellement et entrepreneur, ça c'est important de le dire. Puis maintenant 6 mois parce que j'avais un travail juste avant, donc là je découvre la vie d'entrepreneur à 100% et je suis ravi d'être là. Donc Reda, je précise que tu es dans le monde du basketball et de la sneakers. Tout d'abord, on va aller vraiment au commencement. On a du temps, on va se poser aujourd'hui. C'est quoi qui a créé ton intérêt pour le basketball et la sneakers vraiment depuis ton enfance? Alors depuis tout petit, j'ai toujours aimé le basketball. Je pense que j'ai fait plein de sports. J'ai fait de la boxe, j'ai fait du foot, j'ai fait d'autres sports de combat et en fait quand le basket est arrivé c'était un peu comme une évidence. C'est un sport que j'ai apprécié directement et je crois que j'ai même une anecdote autour de ça. C'est que quand je faisais du foot, et ben je rentrais à la maison, j'étais sale, j'avais de la terre sur moi. Et l'un des trucs qui a fait que je me suis mis au basket, c'était que je pouvais rentrer dans une salle, il faisait chaud, on avait des ballons, on pouvait jouer et au final on était propre. Ça arrangeait même la maman, j'imagine. Exactement. Et en fait, c'est ce truc-là, je pense, qui, en fait, quand t'es petit, après, t'as des attaches. Donc, je regardais pas forcément la télé à cette époque-là, etc. Mais quand je m'étais mis au basket à 5-6 ans, je sais que l'un des trucs fondamentaux, c'était je rentre dans une salle, il fait chaud, on s'amuse avec les coéquipiers et puis voilà, c'est clean, tu vois. Tu sors ta petite douche et les habits, t'as juste à les Exactement. passer, t'as pas besoin de frotter, tu vois. Exactement. Je vois. Le basket a commencé ici, tu vois. Ok. Et donc, du coup, ça t'a suivi vraiment toute ton enfance, ton adolescence. Ouais. Et comment tu en es arrivé le lundi 12 février 2018 avec un article Welcome to my hood sur un blog qui arrivait de nulle part? C'est quoi ce déclic sur lequel tu t'es dit cette passion, je vais en faire mon activité, je veux tenter quelque chose? Alors, j'ai toujours eu une fibre un peu entrepreneuriale, mais c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à activer quand j'étais jeune, ado ou même après le lycée. J'ai toujours su que j'avais envie de faire des projets, mais j'avais jamais su comment réellement les faire. Donc moi j'aimais bien le basket, j'aimais bien la sneakers, c'était une passion. Et en fait entre le temps où tu prends ça comme une passion et le temps où tu vois qu'il y a potentiellement des choses à faire et demain devenir entrepreneur, il y a vraiment du temps. Donc ça c'est hyper intéressant de se dire j'ai vécu ma passion pendant toute mon enfance, mon adolescence, etc. Et à un moment donné, du coup, on travaille, on a eu des diplômes, on a travaillé. Je me suis posé la question de dire, à date, moi, j'aime ce que je fais dans le monde de l'entreprise, mais j'ai vraiment envie de travailler pour moi et surtout de travailler sur on va dire un centre d'intérêt qui me plaît et ce jusque potentiellement la fin de mes jours. Et en fait, ce truc-là de travailler jusque 65 ans en CDI, j'ai l'impression, alors c'est peut-être générationnel, mais moi j'ai l'impression que j'ai toujours eu cette petite voix dans ma tête qui m'a dit ok, tu vas au bureau le matin, est-ce que tu as envie de faire ça jusque 65 ans, 67 et peut-être qu'on n'aura peut-être jamais de retraite. Et je me suis dit à un moment donné, non, il faut que tu puisses trouver quelque chose qui te passionne. Et en fait, le basket, j'en faisais depuis une quinzaine d'années, donc à un moment donné, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose autour du basket. Ça aurait pu être coach, ça aurait pu être manager d'un club, ça aurait pu être ostéopathe, je sais pas, tu vois, refaire une autre formation, mais je voulais travailler dans le monde du basket, au moins pour me dire j'ai tenté, et puis si ça marche pas, demain refaire autre chose, mais c'était on
on va dire, la réflexion de base. Parlons-en parce que j'ai une vision assez similaire. Ouais. Où moi, par contre, contrairement à toi, j'avais pas eu cette passion où je me suis dit directement, c'est le truc sur lequel je vais me lancer. J'ai testé plein de choses et je me suis planté sur plein de choses. Ok. Mais aujourd'hui, tu vois, je me suis reposé vraiment sur mes acquis, sur mes compétences pour pouvoir essayer de créer cette activité-là. Mais toi, quand tu t'es lancé dans le basketball et la sneakers, est-ce que tu t'es directement dit, je me lance dans cette passion-là parce que c'est ma passion et c'est tout? Ou est-ce que tu avais déjà vu déceler un potentiel justement dans ce domaine-là? Par rapport à la sneakers, parce que du coup, il y a le basketball qui est, on va dire, la passion globale, et il y a la sneakers qui fait partie du basketball. C'est un peu une niche dans le basketball. Tu as des joueurs de basket qui jouent avec n'importe quelle chaussure, et tu as des joueurs qui vont prendre soin de regarder quelles chaussures ils vont porter. C'est pareil pour le running. Tu vois, t'en as qui vont courir tous les jours, ils vont porter une paire un peu lambda, et t'en as qui vont aller chercher quelle paire en fonction de leur poids, leur morphologie, etc. Et dans le basketball, ce qui est intéressant, c'est que tu as un maillot d'une couleur, et tout le monde a la même couleur. Tu vois. Et sur les paires, c'est assez différent. Donc c'était un moyen pour moi de me différencier. Et cette passion-là pour la sneaker, je l'ai eu pareil assez tôt quand je joue au basket. J'aimais bien acheter des belles paires, j'aimais bien à chaque fois avoir une paire différente des autres, une paire meilleure potentiellement, une paire qu'il n'y a pas en France. Et ce truc-là de passion, quand j'ai voulu développer mon projet entrepreneurial, en fait, il y avait le basketball, il y avait la sneakers. Donc j'ai essayé de mettre les deux ensemble pour pouvoir créer mon projet. Et en fait, la première étape, c'était qu'est-ce qui manque? Encore une fois, en tant qu'entrepreneur, la question que tu te poses, c'est quelles questions se posent aujourd'hui les passionnés, la communauté basket, et comment moi je peux y répondre? Quels soucis je peux résoudre dans cette communauté basket? Et aujourd'hui, enfin à date, en tout cas en 2017-2018, il y avait 0 article autour des produits pour jouer au basket, les conseils autour des produits. Il n'y avait pas réellement de blog bien établi, même s'il y avait des sites médias qui parlaient d'un peu de sneakers. Et du coup, je me suis dit, OK, on va aller donner de l'information à la communauté basket. Aujourd'hui, il y a plus de 700 000 licenciés, je pense un peu plus, j'ai pas le chiffre exact. Et il y a plus d'1 million de basketteurs, on va dire, entre ceux qui jouent dehors et ceux qui jouent en club. Donc finalement, c'est même plus une niche, ça reste quand même une vaste étendue. Enfin, la communauté est quand même assez étendue. Je voulais apporter une valeur ajoutée à cette communauté-là, répondre à une potentielle demande. Et cette demande-là, c'était de donner des infos sur les produits. Parce qu'aux États-Unis, la sneakers, c'est vraiment un monde qui est hyper développé. Et en France, c'était développé par les geeks, mais on va dire que c'était pas grand public. Et donc en fait, je me suis dit, je rentre dans ce truc-là et l'objectif, c'est d'aller donner de l'info aux basketteurs. Donc ça a commencé comme ça. Tu as dû vraiment faire un travail éducationnel énorme dans le monde francophone. Je pense que oui et non, parce qu'il y a des gars qui sont déjà passionnés depuis un long moment. Tu vois, des gars des années 90, il y avait Jordan, tu vois, il y avait les Jordan, donc Jordan portait des paires. Donc on va dire que pour moi, je me considère pas comme le mec, le premier, tu vois, parce qu'il y avait des gars avant moi. Il faut quand même respecter ces gars-là qui étaient là depuis un moment. Mais je voulais en tout cas donner de l'info de la façon la plus claire et actuelle possible. Pour enchaîner sur la suite, j'ai une petite surprise pour toi. Je vais te replonger un peu dans le passé et tu vas me commenter ce post-là. Ok, alors, donc ce post, c'est un post que j'ai fait pour essayer d'inspirer énormément de gens autour de moi, parce que au-delà en fait de mon côté entrepreneurial, j'aime bien aussi inspirer les gens parce que j'ai aussi été inspiré. Et en fait, parfois, on a trop une vision idéale de ce qu'est l'entrepreneur. Tu vois, un Elon Musk, tu vois, des mecs, c'est des gars qui sont in shape, qui font plusieurs millions de dollars, qui ont des parents des fois qui sont millionnaires ou qui ont fait la Silicon Valley, tu vois. Alors que moi, je suis un gars qui sort entre guillemets de nulle part, tu vois, et qui peut apporter, on va dire, un minimum d'inspiration aux gens autour. Donc tu vois, sur ce post-là, je suis devant mon PC. Après, bon, tu vois, il y a des graphiques devant et tout, mais c'est plutôt pour se dire qu'il faut croire en ce qu'on veut faire et qu'il faut se donner les moyens pour y arriver. Donc tu vois, le titre c'est Dream It, Believe It, Build It. Faut que j'arrête de parler anglais un peu, mais c'est plutôt de dire il faut rêver grand, il faut y croire et surtout il faut construire. C'est 3 devises un peu de comment je me suis construit. Un, c'est de rêver, donc c'est d'avoir une vision, et ça parfois c'est dur parce qu'on peut avoir une passion et pas de vision, ou une vision et pas de passion. Exact, et en fait quand t'as les deux, c'est important, tu vois, de se dire ma vision c'est d'arriver à tel objectif. Dans mon cas, c'était donner un maximum d'informations aux basketteurs et d'être référencé comme un gars qui va être une valeur ajoutée pour la communauté. Y croire, parce des fois on y rêve mais on n'y croit pas. Je veux être millionnaire mais je veux pas y croire, je vais jamais être millionnaire, tu vois, c'est un exemple. Et Build It, c'est le travail, et j'aime bien terminer par ça parce que le travail c'est l'essence qui va faire avancer la voiture. Et en fait des fois c'est des trucs hyper bateaux, ouais, travail, mais en vrai de vrai, moi c'est un peu mon mode de vie tourne autour du travail, tu vois. Vraiment c'est un point qui est hyper important. Et après bon, le fait de croire en ses rêves, de commencer avec sa passion et de développer un projet en 3 ans, parfois il y en a qui entre guillemets qui arrivent en 5-6 mois à faire des trucs, il y en a c'est en 6 ans. Moi j'ai l'image du gars qui pioche et t'as les petits, t'as de l'or un peu au bout, et ben en fait ça peut te prendre 6 mois comme 6 ans. Et en fait ce truc là je l'ai fait surtout pour inspirer des gens autour de moi, parce que je sais qu'il y a une communauté de jeunes personnes qui me suivent en majorité, 18-24 en majorité, mais il y a aussi des 13-17 et des 25-34, mais c'est en majorité les 13-25 où t'es dans une période de ta vie où tu fais plein de trucs, t'apprends, t'es une éponge, où je me dis écoute, ce genre de poste ça peut les aider, les inspirer et potentiellement peut-être se dire je vais me lancer parce que je trouve que ce qu'il dit c'est vrai. Et surtout en fait comme je disais, je suis pas grand, je suis pas mannequin, je suis pas plus intelligent que les autres, je suis pas meilleur que les autres au basket. En fait je suis juste quelqu'un de normal qui a une vision et qui essaie d'avancer vers là-bas, tu vois. C'est ça, je suis tout à fait d'accord. Je
trouve que lorsque tu publies des fois, tu as des posts inspirationnels, etc. Ça me donne envie de replonger un peu dans ces 3 premières années. Parce que ce post-là, tu l'as posté 3 ans après tes débuts. J'aimerais bien que tu nous parles en fait un peu de tes réussites, de tes échecs, des investissements aussi personnels, parce que tu as dû acheter forcément des paires pour tester par exemple faire tes premiers tests. Parle-nous un peu de tes débuts, de ces 3 premières années, un peu cette traversée du désert. Il y a vraiment énormément de choses à dire. Je pense que le premier axe, c'était de se lancer. Tu vois. Genre, pareil, ça c'est un point qui est compliqué. Il y en a qui arrivent toujours pas. C'est de se lancer et de se dire, ok, je veux faire ça et je vais le faire. Et de faire la première vidéo, le premier post, le premier article sur mon blog. Ça, c'était dur parce que, en fait, se lancer, c'est toujours compliqué. Aujourd'hui, je trouve que c'est plus simple parce que parfois, on a plus d'exemples et du coup, on suit une tendance, tu vois. Aujourd'hui, sur TikTok, tu as des tendances, tu vas les suivre. C'est assez simple. C'était un peu plus dur. J'avais quand même des gars qui m'ont inspiré dans la communauté, mais c'était très dur de passer à l'action. Voilà. De passer à l'action, c'était vraiment compliqué. De mettre ma tête devant une caméra, c'était hyper dur. J'ai commencé à faire des vidéos avec un masque. C'est un truc vraiment. Ça paraît, c'est une anecdote. Les gens le savent, ceux qui me connaissent depuis le début, mais j'ai commencé avec un masque parce que je voulais pas montrer ma tête. Donc ça a mis du temps avant de vraiment. Et c'est pour ça que j'écrivais sur le blog aussi, parce que j'aurais pu commencer directement en montrant ma tête. Et je sais pas, j'étais hyper timide, j'avais pas envie de montrer ma tête devant les gens. Tu regardes ma photo de profil sur Facebook il y a 5 ans, j'avais pas de photo de profil en fait. Je crois que c'était un léopard. Tu vois, genre, vraiment, je me suis dit, ok, je suis parti vraiment de très très bas dans l'échelle de. Tu vois, les réseaux sociaux pour moi c'était hyper vaste et c'était. Voilà, j'avais pas cette vision là avant de me lancer là-dedans et d'utiliser ce canal. Et donc, on va dire, la première chose c'était de passer à l'action. Ensuite, c'était de pouvoir montrer son visage. Et après, c'était de développer donc le projet de A à Z. Donc, de pouvoir écrire tout ce que j'ai envie de réaliser, d'y aller étape par étape, de faire une vidéo que tu vas poster, que 2 personnes vont voir et de garder un côté dynamique et positif parce que tu te dis, ok, j'ai passé 10 heures à travailler sur un contenu que 3 personnes ont vu. Et ben, écoute, là, on est 2 autour de la table. Si on avait 3 personnes autour qui étaient là pour nous regarder, c'est déjà très bien. Si j'inspire déjà ces 3 personnes, c'est cool. C'est hyper positiviste comme discours, tu vois. Genre, moi, je comprends la frustration de quelqu'un qui a travaillé pendant 12 heures et qui n'a pas les résultats escomptés. Mais pour moi, encore une fois, c'est aujourd'hui les résultats que j'ai, ils sont aussi l'issue de cette première vidéo qui a fait 2 ou 3 vues. Et en fait, après, pour moi, il y a un effet qui revient beaucoup dans mon parcours, c'est l'effet boule de neige. En fait. L'effet boule de neige, je trouve que c'est un effet qu'il faut avoir parce que le travail d'il y a 5 ans, aujourd'hui, peut porter ses fruits 6 ans après parce qu'à un moment donné, tu as réussi à développer un skill ou tu es passé à l'action. Tu vois, si j'étais pas passé à l'action il y a 6 ans. Sûr. Donc en fait, c'est pour moi, l'effet boule de neige, il a été hyper important dans la réussite. Et après, c'est d'y croire. Je disais dans le post, tu vois, donc il faut y rêver, mais il faut aussi y croire. Donc si tu y crois et que personne d'autre t'empêche d'aller là où tu veux, c'est cool. Donc il y a eu le fait de montrer son visage, d'y croire, de travailler dur pour y arriver. Et après, ça s'est fait, on va dire, au fur et à mesure. Mais j'ai toujours eu cette envie et ce vœu de le faire. Genre vraiment sans faille, c'est-à-dire que c'est même pas de la. Quoique, je pense que c'est de la discipline, mais j'ai toujours eu cette envie. Je m'en foutais, on va dire, du nombre de vues, de l'impact que ça allait avoir. Je me rappelle au début, ça arrivait qu'il y ait des gens qui se moquaient, tu vois, ils disaient, ouais, il est pas joueur pro, pourquoi il nous parle de paire, lui, genre. Et en fait, c'est ces épreuves-là, je vais pas dire ça m'a renforcé, mais j'ai toujours eu du recul. J'ai toujours regardé ce qui se passait autour, mais j'ai toujours eu du recul en disant, ma vision, elle est là-bas, il y aura des embûches, et en fait, j'avance tout droit, tu vois. Okay. Donc, s'il y a des mecs qui viennent me barrer la route, ils vont devoir bouger de mon chemin. S'il y a des obstacles, je vais passer au-dessus. S'il y a des ponts, je passerai en dessous. Et je vois tout droit, en fait. Vraiment, je vois tout droit et j'avance jusque là où j'ai envie d'aller. Et après, au fur et à mesure, tu rencontres des gens qui t'aident, tu rencontres des gens qui t'inspirent. Et après, tu arrives à un moment donné à sentir les fruits de ce que tu as planté. Et quand tu commences à goûter le fruit de la graine que tu as plantée 5 ans avant, et ben en fait, là, il y a un effet exponentiel qui te donne un effet boule de neige. J'ai envie de rebondir sur 2 perches que tu viens de me tendre. La première, le fait que tu vois, tu postes du contenu, tu fais des efforts, etc. Et au final, à tes débuts, tu n'as pas de résultat. Moi, c'est quelque chose qui m'a fait énormément galérer sur les premiers pas. Comment tu as su surmonter un peu cette guerre des égos et aussi, tu vois, le fait que c'était compliqué, c'est de prendre une vanne en famille ou entre amis, etc. Comment tu as géré ça au début ? Écoute, il faut juste penser à sa vision, en fait, tu vois. Ça me fait penser à des entrepreneurs qui ont des visions en se disant, moi j'ai ma maison au bord du lac et je vais tout faire pour l'avoir. Et ben moi j'avais cette vision là de me dire aujourd'hui je développe mon projet, je veux essayer d'en vivre, tu vois. Donc t'as des micro objectifs qui t'amènent à un plus gros objectif et moi j'avance jusqu'à mon objectif final en fait, tu vois. Et en fait ce truc là c'est aujourd'hui il y aura toujours des gens qui vont un peu te juger, il y a toujours des gens qui vont te dire oh, ça va pas, tu devrais faire ça comme ça, etc. Moi je sais où je veux aller en fait. Ça veut dire que si tu veux m'aider, viens, on se donne la main, on y va. Tu veux m'accompagner sur un bout de chemin, tu veux m'accompagner sur tout mon process, mon objectif il est là-bas. Donc si tu veux m'aider,
viens. Si tu veux pas m'aider, ne viens pas. Et à partir de ce moment-là, moi je suis OK avec ça. Donc pour répondre à ta question sur les critiques autour de moi, je veux pas dire que ça me touche pas parce que je reste un être humain en fait, tu vois. Donc quand t'as quelqu'un qui va dire ce que tu fais c'est nul, je vais toujours partir du principe d'essayer de le prendre de façon constructive, de toujours se remettre en question, mais de ne pas changer mon cap encore une fois, tu vois. Donc je reviens toujours sur le même truc. Quelqu'un qui va me dire ta vidéo elle est nulle, je vais essayer de comprendre en fait pourquoi tu trouves la vidéo nulle. Donne-moi des arguments, tu vois. Et globalement quand tu creuses un peu, et ben tu vas retomber soit sur des choses intéressantes, donc soit t'en tires du positif. Et en fait même tu peux pas en tirer du négatif. Même si quelqu'un me dit bah écoute je t'aime pas, bah écoute c'est cool. Enfin tu peux faire ce que tu veux, va aller dans ton coin, ou si t'as quelque chose d'important à m'apporter, bah viens pose-toi à côté de moi, explique-moi et peut-être que tu vas m'aider et que tu feras partie de mon chemin, tu vois. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant et que ça reflète aussi un peu la mentalité un peu à la française, où du coup la culture du feedback elle est mal interprétée. C'est dur de se prendre un nom chez nous francophones, alors que tu vois chez les ricains, aux States, la culture du feedback elle est reine. En fait tu prends et en fait chaque échec, chaque retour que tu as, t'en profites pour améliorer les choses. J'imagine que c'est ça que c'est cette culture que t'as dû t'approprier. Ouais, en fait il faut juste passer derrière le cap du regard des gens. C'est quelque chose qui est difficile, je pense chez pas mal de personnes. Le regard des gens est toujours impactant à partir du moment où t'as pas confiance en ce que tu fais, tu vois. À partir du moment où tu prends confiance en ce que tu fais, le regard des gens aura moins d'impact parce que tu sais ce que tu fais, tu sais comment tu le prépares. Si on fait une analogie avec des athlètes, tu vois, l'athlète il va se préparer, il va bosser dur pendant 6 mois pour préparer sa saison et en fait il va arriver sur le début de saison, il sera en confiance. Même s'il rate tous ses shoots sur le premier match, il saura qu'il a travaillé dur, qu'il les met à l'entraînement et ça va pas le déstabiliser, tu vois. Même si sur les réseaux on va lui dire t'es nul, etc. Bah, moi j'essaie de prendre cette même analogie. Je travaille dur pour développer ce que j'essaie de faire et quelqu'un qui va me faire un feedback, en fait j'ai confiance en ce que j'essaie de faire et ensuite à partir de là ça va être très simple d'aller cibler les éléments que je dois potentiellement développer et après on peut pas plaire à tout le monde malheureusement. C'est clair. Donc après on est sur les réseaux sociaux donc à un moment donné c'est sûr que tu as des feedbacks négatifs dès que tu atteins un certain niveau même au début et c'est pour moi ça fait partie du jeu. Les haters, on en parle? On peut en parler, moi j'en ai très peu en tout cas. Je me considère en avoir très peu parce que sur mon rôle j'essaye d'aider les basketteurs à choisir une paire de baskets, donc en fait j'ai pas un rôle qui va diviser, j'ai pas un humour, on va dire un humour où l'humour généralement t'as de l'humour noir, t'as de l'humour parfois qui va diviser. J'ai un rôle qui est assez cool, tu vois. Je parle des produits, j'essaie de donner de l'info à des personnes qui vont la chercher, donc c'est assez différent. J'ai pu en avoir je pense à un moment donné, tu vois. Je pense que des fois j'ai déjà vu des commentaires négatifs mais j'ai jamais eu de harcèlement et Dieu merci je veux pas m'en plaindre, tu vois, mais j'ai déjà eu un peu des fois des commentaires un peu négatifs et globalement ça m'a jamais réellement atteint, tu vois. Ok, top. La deuxième perche que tu m'as étendue, c'était le fait que au début tu as commencé avec un masque. Parle-nous un peu de cette transition un petit peu où tu t'es dit je vais passer du blog à l'écrit à la vidéo. Comment tu as su surmonter ça? Parce que encore une fois c'est quelque chose que moi j'ai énormément de mal. Mettre à l'aise devant une caméra, tu vas te poser chez toi, tu mets une caméra et vas-y. Pour moi c'était inconcevable au début. Parle-nous un petit peu de tout ça. En fait, c'était dur au début parce que, en fait, encore une fois, c'est le regard des autres. Genre, là, la posture et le niveau de confiance que je vais avoir aujourd'hui dans mon travail, parce que la confiance que tu peux avoir dans la vie, c'est différent. Mais en tout cas, dans mon travail, parce que je passe des heures et des dizaines, des milliers d'heures à travailler sur ce que je fais, ça vient avec les heures de travail. Tu as la théorie des 10 000 heures pour devenir expert. Tu as énormément de choses qui tournent autour de ça. Je pense qu'à un moment donné, plus tu vas passer de temps devant une caméra, ou plus tu vas t'y habituer. Et moi, c'est exactement la philosophie que j'avais. C'est-à-dire qu'au début, j'étais avec un masque. Ensuite, j'ai enlevé le masque, j'ai passé énormément de temps devant la caméra à faire des vidéos qui sont jamais sorties, à essayer de me corriger et j'ai tellement pris ce sujet-là au sérieux. Tu me connais, ma capacité à savoir parler et mon éloquence s'est développée grâce aussi à ça. Mais c'est juste parce que j'ai pris ça, je me suis mis une mission en fait. Je me suis dit ok, j'arrive pas à aligner 2 mots devant une caméra alors qu'au taf j'arrive à faire une présentation devant 4 collègues sur un sujet que je maîtrise. Pourquoi je peux pas faire les deux? Et après j'ai travaillé dur pour essayer de développer ça. Il y a notamment Twitch pendant le confinement qui m'a aussi aidé à essayer de tenir une conversation tout seul avec des gens qui parlent à l'écrit. Donc t'as ces trucs là où j'ai pris ça comme une mission et c'était, je vais pas dire une obsession, mais mon objectif c'était de se dire il faut que j'enlève cet axe de la caméra. Et après à un moment donné le regard des gens, dès que tu arrives à fuir ça et puis Dieu te regarde, donc à un moment donné si Dieu te regarde t'as pas d'autre, tu vois ce que je veux dire, si devant les gens t'es bizarre et devant Dieu t'es tout seul, tu vois, donc à partir du moment où Dieu te regarde, simple, moi je vais tout droit, tu vois. Hyper inspirant comme vision. Et d'ailleurs je vous invite pour ceux qui encore procrastinent, parce que j'en connais, tu vois, des gens qui ont des projets, des super idées mais qui se lancent pas parce que par exemple ils ont peur d'être en vidéo. Allez voir la première vidéo sur YouTube de Reda. Allez voir maintenant, vous allez voir la différence de glow up. Effectivement, on en revient encore à l'effet boule de neige, le fait d'avancer petit pas par petit pas, passer à l'action surtout. Et justement, j'ai envie d'enchaîner sur le fait que tu nous as parlé que tu étais salarié en fait jusqu'à il y a 6 mois. Ça veut dire que pendant quasiment 5 ans
c'est ça? Ouais. Tu as travaillé sur ton projet Ouais. en étant à la fois salarié et à la fois entrepreneur, créateur de contenu, etc. Comment tu as géré ces deux aspects-là de ta vie? Écoute, c'était compliqué. Il y a eu des moments hyper compliqués parce que j'avais un 39 heures semaine. J'ai commencé en employé, puis j'ai évolué dans l'entreprise. Donc après, j'avais un statut cadre où on te demande plus de responsabilités, plus de temps. Et en fait, je m'étais dit, à aujourd'hui, je dois développer mon projet et j'ai mon taf. Je gagne pas d'argent avec mon projet, je gagne d'argent avec mon taf. Donc mon objectif, c'était de pouvoir donner ce que l'entreprise donner ce que l'entreprise avait besoin. Donc aujourd'hui, il me demande des missions et il y a une liste de courses sur laquelle je dois avancer. Et j'ai on va dire ma liste de courses à faire pour développer mon projet. Donc pour moi, c'est juste une question de savoir jongler entre les deux et c'est très difficile parce que des fois, tu travailles de 9h à 18h, 18h30, puis tu rentres et tu manges 2 heures d'écriture d'articles. Pour moi, il y a une différence, on va dire, entre l'entrepreneur qui en veut et l'entrepreneur lambda et tu sais qu'il y en a beaucoup qui arrêtent ou qui se lancent pas parce que c'est difficile. Pour moi, c'est juste accepter cette charge de travail-là et que tes proches acceptent cette charge de travail-là. Tu vois. De se dire, ok, j'ai cette vision, j'ai ce projet-là, que par exemple, ta compagne te fasse confiance, que ta famille te fasse confiance parce que logiquement, tu as des sacrifices. Moi, j'ai perdu énormément de potes que je voyais avant sur ce temps libre-là pour mon projet. Mais c'est un sacrifice, c'est logique. En même temps, on a 24 heures dans une journée. On a une santé mentale et physique à garder. Donc après, il suffit de s'organiser. Moi, typiquement, je faisais 9h midi au taf. Midi 14h, j'allais faire mes tournages. Je rentrais chez moi pour faire mes tournages. Et 14h, 18h, je repartais au boulot. Ça veut dire que parfois, je mangeais pas le midi ou je mangeais très peu, mais j'étais autant impliqué dans le taf parce que c'est ma source de revenus et sans mon taf, je peux pas développer mon projet. Et en parallèle, j'essayais de trouver les dispos. Généralement, c'était midi 14h. Quand je rentrais chez moi, c'était 19h, 21h, des fois 19h, 23h. Donc après, c'est juste une question, on va dire, d'équilibre, mais surtout, je pense que c'est une question de hustle, de travail et que tes proches puissent accepter ce truc-là. Moi, j'ai eu la chance que mes proches l'aient accepté, mais je pense que c'est parfois compliqué parce que soit on n'en a pas envie, mais en fait, si je veux ma maison au bord du lac, il va falloir que je travaille plus que les 10 autres frangins qui sont sur la même ligne que moi en entrepreneuriat et qu'il faut avancer. Mais j'avoue, j'arrive pas à te donner la meilleure des réponses, mais pour moi, j'avoue, c'est le travail. Moi, je suis un charbonneur. Voilà, c'est tout, je travaille. Je me dis, ouais, j'avance là-bas. Il n'y a pas de secret. Je dois travailler dur, je le fais. Genre, il n'y a pas de rechignée à la tâche. Tu parlais de 19h, 23h, mais moi, je t'ai vu faire des montages jusqu'à 3h, 4h du matin. Ah, mon gars, après, ça fait partie du chemin pour y arriver. Et en fait, chaque entrepreneur, au final, doit passer par ces chemins-là. Tu vois, genre, t'as pas le choix. T'as vraiment pas le choix parce que, sauf si t'es vraiment hyper smart et que ton projet réside sur le fait de développer un truc et que ça tourne tout seul. Mais moi, à date, sur la création de contenu, il fallait que je sois consistant. Il fallait que je puisse être le premier sur l'info. Aux États-Unis, il y a 6 heures d'écart. Donc, en fait, eux, ils vivent là pendant que nous, on dort. Eux, ils vivent. Donc, pour avoir toutes ces infos-là, il a fallu que je travaille dur. Malgré tout, tu vois, c'est pas fini. J'en suis à un point où c'est cool, mais c'est pas fini. Donc, j'ai encore des nuits blanches. J'ai encore des jours où je travaille très, 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 très dur. Mais là, j'ai pas mon CDI. Donc, ça m'apporte énormément de flexibilité. Mais t'as 35 heures, 39 heures, c'est ça? 39 heures. Un beau capital temps. Ouais. Top. T'as charbonné pendant 3 ans, Mhm. voire même 5 ans. Quand est-ce que tu t'es dit, j'ai eu ma première victoire? C'est un moment où tu t'es dit, ouais, il y a un tournant dans mon projet. Et là, effectivement, je sais que je suis sur la bonne lancée de ma vision. Et ça y est, je suis sur le bon chemin. Je pense que c'est les retours de la communauté, c'était vraiment important parce que pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis un créateur qui est hyper axé communauté. Genre ma communauté, c'est les gars qui m'aident à développer mon projet. Donc c'est mes associés numéro 1 en fait, tu vois. Ma communauté, c'est des gars qui me suivent depuis 4-5 ans, qui ont grandi avec moi. Donc en fait, leur retour, c'est hyper important. Malgré le fait, encore une fois, tu as vu, j'ai ma vision. Donc, pour moi, la communauté, tu prends énormément de personnes qui sont derrière toi et qui te poussent pour avancer et arriver là où tu dois aller dans ta vision, tu vois. Donc, c'est des gars qui m'ont toujours soutenu, des gars et des filles, et aussi des personnes qui ont des feedbacks qui m'ont permis aussi de me rassurer en me disant, Reda, j'aime trop ce que tu fais, c'est trop cool cette vidéo, merci pour les infos. Ça me rassure, tu vois. La communauté avant tout. Une fois que la communauté, on va dire, je savais que la communauté kiffait ce que je faisais, les pairs, tu vois, les mecs qui font les créateurs de contenu, qui vont venir valider ce que tu fais, la famille aussi, ça c'est important, d'être aussi en paix et en bien avec soi-même, parce que parfois on a des projets où on va faire de l'argent et en fait on va pas être en paix avec soi-même, on va rentrer chez soi, on va être stressé parce qu'on va attendre les réactions d'un tel. Donc on va dire les proches, la communauté et ensuite on va dire l'entourage et la communauté basket. À partir du moment où on commence à t'inviter à des événements, etc., c'est cool. Je dirais pas que c'est un nombre d'abonnés, mais c'est des petites victoires à chaque fois qui me dit que sur chaque projet c'est une réussite de par ce que la communauté me donne comme feedback, tu vois. Ok, très bien.
Tu parlais justement d'être invité à des événements. J'ai fait mes devoirs, hein. J'ai pris quelques notes. Je vois. Alors, Reda, t'es passé d'une photo avec James Harden en juillet 2019. Ouais. T'es parti au NBA Paris Games en janvier 2020. Ouais. Puis t'as enchaîné des événements de plus en plus fous. T'es parti au Abu Dhabi Games en 2022. Cette année, tu y as été invité en 2023. Ouais. T'as fait des matchs de NBA entre-temps. Ouais. Parle-nous un petit peu de ce glow-up, ta stratégie de partenariat, parce qu'aujourd'hui, j'imagine que tout ton business repose sur ces partenariats-là aujourd'hui. Comment tu es venu en fait à oser aller vers l'avant, aller aborder ces partenaires, etc., qui sont prestigieux. Et donc, voilà, aujourd'hui, parle-nous un petit peu justement de comment tu as construit ces partenariats-là et l'impact sur ton projet. Il y a eu plein de choses en tant qu'entrepreneur, parce que parfois il y a le côté créateur de contenu où on n'est que sur de la passion, et franchement respect aux créateurs de contenu qui sont full passion, etc. À partir du moment où aussi j'ai décidé de développer mon côté entrepreneurial, il a fallu aussi regarder, faire des études de marché, regarder comment à date en tant qu'entrepreneur je peux essayer de réussir dans ce que j'essaie d'entreprendre. Et donc il y a plusieurs axes. Donc bien évidemment il y a les partenariats qui sont une belle partie de ce que j'arrive à générer en termes de revenus. Maintenant il y a d'autres éléments, hein, il n'y a pas que ça. Et sur cette partie-là en particulier, chez Boulanger, du coup j'avais évolué et j'étais aussi passé responsable influence marketing pendant 3 ans. Donc j'ai pu aussi découvrir ce milieu-là. Pendant que je développais Rookix, en parallèle j'étais chez Boulanger et j'étais responsable influence marketing. Donc ça m'a permis de voir un petit peu le prix des influenceurs, comment les marques travaillent, les stratégies à aborder, parce que moi du coup j'étais de l'autre côté. Donc c'était les influenceurs qui venaient vers moi pour dire ouais j'aimerais bien travailler avec Boulanger. Donc moi je voyais qu'est-ce qui était pertinent, pas pertinent, les mails qui qui m'ont attiré l'attention. Il y a des créateurs qui étaient cool mais sans plus on va dire. Mais en fait la manière dont ils m'ont écrit, la manière dont ils ont abordé les calls, les appels, je trouvais que c'était hyper intéressant. Donc moi tu vois j'ai appliqué le meilleur de ce que j'ai vu dans mon taf pour mon projet, tu vois. Donc j'ai cette chance là d'avoir été responsable influence pour Boulanger, mais le fait que j'étais chez Rookix ça m'a aussi aidé à avoir le poste. Donc tu vois c'était un cercle vertueux et les deux se sont un peu nourris ensemble. C'était gagnant-gagnant. Exactement. Et pendant 3 ans en fait j'ai découvert ce métier. J'ai travaillé avec McFly et Carlito, j'ai failli travailler avec Squeezie, j'ai failli travailler avec pas mal d'acteurs, et en fait à un moment donné tu vois les prix, tu vois les contenus, tu vois comment travaillent les agences, les kits médias, ce qu'ils te proposent en termes de carte d'identité du créateur avec les différentes choses possibles et imaginables. Donc en fait je me suis juste inspiré pas dire des meilleurs, mais de ce qui se faisait le mieux sur ce marché là pour l'apporter chez moi dans ma niche où il n'y avait pas grand monde encore à l'intérieur. C'est hyper intéressant. Et aujourd'hui justement, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui n'a pas eu cette chance de travailler en tant qu'influence manager chez Boulanger et qui voudrait justement avoir cette stratégie par exemple pour aller aborder des marques, etc. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Je pense qu'il faut oser, parce que finalement j'ai l'impression que les marques sont en attente de la créativité des créateurs. Pourquoi les marques aujourd'hui vont vers des créateurs? Pour aller s'associer à leur image, ça à la rigueur je comprends, pour développer des projets innovants, créatifs, et pour pouvoir faire parler de leur marque. Donc à aujourd'hui, un créateur qui va parler par exemple naturellement de ma marque, j'aurais beaucoup plus d'intérêt à travailler avec lui que quelqu'un qui va jamais parler de ma marque. Typiquement, aujourd'hui moi je suis client Revolut par exemple, j'ai une carte bleue Revolut, et ben demain pourquoi pas aller travailler avec Revolut. Tu vois là je te donne un exemple concret parce qu'ils viennent d'être partenaires avec le NBA Paris Games en 2024. Très bien. Aujourd'hui je suis client Revolut, ils sponsorisent le NBA Paris Games 2024, bah logiquement pour moi il y a un lien qui est logique et spontané. Je suis client, aujourd'hui ils vont travailler sur un événement basket, bah pourquoi pas aller faire cette connexion. Alors je prends un exemple lambda pour quelqu'un qui a pas forcément d'expérience sur le sujet. J'ai l'habitude de boire du Yop tous les matins, j'ai l'habitude de manger des Frosties tous les matins, pourquoi pas aller envoyer un message à Kellogg's, pourquoi pas aller envoyer un message à Yop, finalement à les taguer dans certaines stories et potentiellement attirer leur attention, ou arriver avec un projet concret, tu vois. Demain je fais des vidéos dans l'humour, je vais aller écrire un scénario un peu sympa et je vais aller proposer ça à Yop, et peut-être en fait eux on leur facilite la tâche. Eux se disent bon j'ai un créateur qui me propose un projet qui est dans nos valeurs, dans ce qu'on a envie de faire, bah en fait pourquoi pas y aller, tu vois, au final. Alors que globalement, en tant qu'influence manager, et quand tu es responsable influence dans une entreprise, ton job c'est de pouvoir imaginer des formats, des trucs créatifs. Mais si tu es un créateur qui le fait déjà, c'est cool. Et le deuxième axe, c'est de ne pas avoir peur d'aller aussi vers les marques. Parfois, ça fait un peu le marchand de tapis qui va aller essayer de chercher son partenariat. Mais en fait, globalement, surtout quand on est un créateur qui est petit, qui fait de la qualité et qui n'est pas forcément reconnu à sa juste valeur, et je sais qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront dans ça, qui sont contents dans ce qu'ils arrivent à faire mais qui n'arrivent pas à avoir des partenariats, et ben il faut simplement, oser, et 2, essayer d'aller vers les marques et aller développer ça petit à petit. Après ça reste un jeu aussi de réseau, donc c'est important d'aller dans certains salons, d'aller rencontrer certaines personnes, parfois d'aller se déplacer à des événements. Tu vois, dans le basket au début, avant d'être invité à des gros événements, j'étais me déplacer à des événements pour aller aussi tu vois, aller regarder comment ça se passe et surtout aller rencontrer les potentielles personnes qui pourraient être mes partenaires de demain. Je vois ça vraiment comme un job à part entière, au-delà d'être une passion. Donc il faut se donner les moyens aussi d'investir sur soi aussi pour aller chercher plus loin. Ok, très bien. Parce que c'est vrai que le monde de l'influence, c'est quelque chose parfois qui paraît comme étant une boîte secrète, etc. Ouais. Les partenariats, etc. On ne sait pas vraiment comment faire, etc. Et là, avec l'exemple du Yop et du Kellogg's, il n'y a pas plus concret, quoi. Bah, ouais, okay. Ça paraît plus simple. C'est clair. Toi, tu le voyais comment un peu ce monde-là? Tu le vois comment de l'extérieur? Justement, c'est là où je me disais, je me doutais qu'il fallait aller vers les marques, fallait oser
poser parce que du coup, je te suis et je vois un petit peu comment tu essayes de construire ça. Mais c'est vrai qu'au début, je me dis, il faut être gros quoi, pour attirer les marques. Ouais. Et c'est là où je me dis, les petits créateurs, face à des. S'ils se lancent sur une thématique où il y a déjà des gros créateurs, comment tu vas se démarquer? Comment tu vas créer cette différence-là? Et c'est là où je me dis, c'est un peu plus nébuleux, un peu plus sombre. Aujourd'hui, tu me considères comme un gros créateur ou un petit créateur? Ouais, moi, je te considère limite comme la ref sur la sneaker. Ça. Sur la sneakers? Ouais. Bah, en fait, dis-toi que par rapport à des gros créateurs comme tu vois, Squeezie, McFly, Carlito, Inoxtag, etc., je suis à des années-lumière, que ce soit d'un point de vue équipe, d'un point de vue business, chiffre d'affaires, etc., etc. C'est un monde, il y a énormément d'argent qui tourne autour de ce monde-là, tu vois. Et en fait, moi aujourd'hui, je me considère un petit dans la cour des moyens, alors qu'avant, j'étais un grand dans la cour des petits, tu vois. Et en fait, tu as plusieurs steps et plusieurs étapes. Au début, tu vois, on va dire, t'es un micro-créateur, donc globalement, les marques ne payent pas, elles te donnent des produits ou elles t'invitent à des événements. Et donc, à partir de ton jeu de cartes, à toi d'en tirer le meilleur et d'essayer de développer ça, tu vois. Moi, à un moment donné, j'ai compris ce côté consistance. J'ai posté une vidéo par jour pendant quasiment 6 mois. On va dire qu'il y a eu un effet très exponentiel. Et dès que j'ai dépassé les 100 000 abonnés, j'ai senti un cap. J'ai senti un cap où il y a de plus en plus de marques qui venaient vers moi de façon naturelle, alors qu'avant, ma boîte mail était vide. Et de fil en aiguille, il y a des plus gros projets qui arrivent, mais tu vas te retrouver avec d'autres créateurs on va dire, du même créneau que toi, mais avec, tu vois, avec potentiellement des équipes, des agences, des agents qui bossent pour eux, etc., etc. Et donc, tu vois aussi la différence. Donc, moi, là, je sais de quoi je dois m'inspirer pour aller plus loin. Tu vois, potentiellement avoir une équipe. Tu vois, si aujourd'hui, on me donne un budget de 1 000 euros, bah, d'aller dépenser 500 euros dans la prod pour faire un truc génial, au lieu de me dire, tiens, les 1 000 euros, je les mets dans ma poche. Et ça, c'est un truc typique du créateur, tu vois. Absolument. De se dire, ouais, j'ai fait mon premier partenariat à 1 000 euros, tu vois, je vais aller m'acheter un truc qui va pas me servir. Et ben, moi, je le vois vraiment comme du step by step. L'objectif, c'est pas de courir sans fin, c'est juste d'atteindre, entre guillemets, mes objectifs, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et ça nécessitera de passer étape par étape. Il faut juste être humble pour se dire, aujourd'hui, ben, ok, je peux être référent sur la partie sneakers basketball, mais j'ai encore du taf pour arriver là où je dois aller. Ok. Aujourd'hui, je trouve que c'est encore une question de perspective. Parce que tu vois, là, tu viens de faire un exercice qui est hyper intéressant. Parce que moi, je te vois en fait à chaque fois dans le monde sneakers. Je te prends dans cette perspective-là. Toi, tu t'es mis dans la perspective, vraiment, je joue dans la cour des créateurs des contenus. Tu as parlé de Squeezie, de McFly et Carlito. Donc vraiment, en fait, tu te compares en fait vraiment à l'ensemble du marché des créateurs de contenu. Justement, par rapport à ça, quelles sont aujourd'hui, on va dire, tes inspirations, tes mentors dans ce monde de la création de contenu? Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'inspire? Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent, et parfois de créateurs, on va dire des créateurs qui sont pas hyper visibles, tu vois. Parce que moi j'aime beaucoup la qualité, donc je vais m'inspirer de un peu tout ce qui se fait, et surtout je fais attention aux détails, tu vois. Je vais faire attention aux détails, je vais regarder les lumières, le micro, quand je vais regarder une vidéo, je vais essayer d'aller regarder vraiment les détails et de me dire, aujourd'hui, un contenu que je trouve cool, donc par exemple, je vais regarder une vidéo de façon spontanée et je vais la regarder une deuxième fois pour comprendre pourquoi j'ai autant apprécié cette vidéo, tu vois. Donc tu vois, j'ai le côté viewer, et ensuite, si j'ai kiffé la vidéo, je vais la regarder avec un axe créateur. Qu'est-ce qui a fait que, mais en fait, il avait une GoPro attachée ici, et en fait, ce plan-là, il est cool, bah, peut-être que je devrais tu vois, m'inspirer de ça. Et en inspiration, il y a un média qui s'appelle Camino TV qui m'a énormément inspiré et qui m'inspire encore, parce qu'en fait, ils ont un chemin qui est pas forcément similaire au mien, mais j'ai l'impression de suivre le même chemin qu'eux. Ils m'ont inspiré énormément. C'est sûrement l'inspiration numéro 1 dans ce que j'ai envie de faire, dans mes valeurs, dans vraiment l'intégralité de tout ça. Et sur la partie basketball, il y avait un créateur qui s'appelle Valentin, de la chaîne Oupsidia, qui m'a inspiré surtout à mes débuts, parce que il a fait son camp très tôt, parce que il a rénové des terrains pour ses abonnés, et en fait les valeurs des contenus qu'il propose correspondaient complètement à mon ADN, et donc c'est pour ça qu'on s'est entendu hyper vite. D'ailleurs c'est lui qui avait fait le premier pas vers moi pour venir à Lille, enfin en fait c'est un peu des deux. Je lui avais déjà envoyé un message, mais c'était lui qui est venu sur Lille et qui m'a dit let's go, on se voit, etc. Et typiquement, ouais, j'ai pas énormément genre de grosses inspirations. On va dire que je m'inspire de tout ce qui se fait, je m'inspire de tous les ingrédients qui se font dans le game de la création pour m'aider à avancer et à m'inspirer et à me donner de la créativité pour aller plus loin. Très bien. Et justement, tu as parlé d'autres projets tout à l'heure, ouais. projets futurs. Ouais. Je sais qu'aujourd'hui, du coup, tu as lancé ton camp cet été. Tu as lancé ta marque de chaussettes. Ouais. Donc, j'ai l'impression que depuis que tu as quitté ton poste chez Boulanger, que tu as ces 39 heures de capital temps, tu t'exploses au niveau de nombre de projets sur l'horizon. On a bien renta. C'est ça, on a bien renta. Et donc, du coup, j'aimerais que tu nous parles justement de la vision future que tu as de Rookix. Ouais. Et ensuite, je veux que tu mettes un axe également sur l'empreinte que tu veux laisser, que ce soit dans le monde du basketball et de la sneakers, mais aussi de manière plus générale dans le monde. Aujourd'hui, comment ton projet, dans ta vision, sert du coup le plus grand monde, et comment tu vois ça? Ça, c'est une excellente question. J'adore. Je pense que sur la partie inspiration, et même la partie qu'est-ce que j'ai envie de laisser un héritage, ça c'est sûr. C'est pas un héritage monétaire, je vais pas laisser 15 maisons, je veux laisser un héritage par rapport aux personnes
qui m'ont accompagné dans mon chemin et par rapport à la communauté qui aujourd'hui me suit. Donc un héritage, pour moi, c'est des choses dans le réel. Même si aujourd'hui, demain, si je fais plus de contenu, il y a des vidéos qui vont traîner à droite à gauche. Pour moi, ça, c'est un héritage, mais qui n'est pas l'héritage que j'ai envie de laisser. Pour moi, l'héritage que j'ai envie de laisser, c'est de se dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a partagé un bout de chemin avec moi en étant viewer, en étant collaborateur, en étant salarié, en étant associé, et puis, on va dire, être inspiré pour aller plus loin. Typiquement, je bosse avec des collaborateurs autour de moi, autour de Rookix, tu vois. Et en fait, mon objectif, c'est pas qu'ils servent Rookix jusqu'à leurs 60 ans, mais c'est qu'ils utilisent l'inspiration, la motivation et le projet que j'essaie de mener, l'énergie, tu vois, l'aspiration, je vois ça comme une voiture de F1, l'aspiration de se mettre derrière la voiture de F1 et de se dire, ok, maintenant c'est à moi et d'avancer, tu vois. Okay. Ça, c'est hyper important. 2, c'est d'avoir une trace dans le réel auprès des plus jeunes parce qu'on est dans un monde où c'est hyper compliqué maintenant avec les réseaux, que ce soit d'être concentré et d'avoir des bonnes valeurs parce qu'on peut passer d'un truc hyper smart à un truc qui va te retourner le cerveau. Donc, via mes contenus, j'essaie de pas dire de gros mots, de rester le plus franc possible et d'apporter une vision de bonne humeur et en fait que les gens passent un bon moment devant mon contenu. Donc pareil, ça c'est hyper important. Et en 3, le camp par exemple pour moi c'est de laisser un souvenir indélébile auprès de jeunes basketteurs en se disant, comme si je dis tout à l'heure, Reda il est pas basketteur pro, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus musclé, c'est pas le plus tatata, mais il m'a laissé un souvenir, on a passé un bon moment, on a vécu une expérience qui a fait que demain j'ai envie de devenir basketteur pro ou j'ai envie de développer mon projet et au final c'est à la portée de tout le monde parce que Reda c'est un gars que je suis et les gens peuvent limite plus s'identifier à moi qu'un joueur de basket professionnel, même si on peut s'identifier aux deux parce que parfois le gars fait 2m10, 130 kg, mais en fait tu feras jamais 2m10 et 130 kg. Alors tu peux être basketteur pro, mais tu vas toujours t'identifier aux gens parfois qui te ressemblent, mais aussi aux gens qui vont te paraître aussi plus accessibles. C'est hyper important de laisser cette trace là. Et après dans le monde, non, c'est de se dire que Reda il a laissé une trace positive, qu'il a inspiré les gens et potentiellement aider le plus grand nombre dans un second temps. Après ça c'est des causes humanitaires. Tu sais qu'on a déjà été impliqué dans ces choses là, mais ça c'est une fibre pareille, tu vois. Ces projets là humanitaires c'est des trucs qu'on a en nous, tu vois. Mais après à voir comment je peux le mêler avec le basket. J'ai déjà des idées de faire des camps à l'étranger, d'aller donner des paires à des gens qui sont dans le besoin, etc. J'ai des projets un peu autour de ça. L'objectif, c'est pas d'être dans le drama, tu vois, d'être en mode dramatique, Reda fait ça, mais c'est plutôt de le faire et de le faire intelligemment. Donc parfois de pas trop le dire ou parfois si j'ai un intérêt de le partager, je le ferai. Mais ce côté-là humanitaire, je pense que c'est un truc que tu sais très bien que j'en suis passionné et je pense que c'est un truc que j'essaie de développer un peu en soum-soum, mais qui va sûrement arriver dans les prochaines années. Je doute pas que du fait que tu abordes à chaque fois ton contenu de manière très smart, que ça sera également le cas sur la partie humanitaire. Du coup, là, j'aimerais te poser quelques dernières questions sur la partie entrepreneuriat avant de passer sur la deuxième île, celle de la productivité. Les questions que je vais te poser, ce serait vraiment en fait du tac au tac. Quelle a été la décision la plus audacieuse que tu aies prise dans ton parcours ? Waouh. La plus audacieuse. J'en ai prise des décisions audacieuses. Laisse-moi réfléchir. Je vais te sortir un truc, mais il faut que j'arrive à réfléchir. Tu m'as dit tac au tac et mon cerveau, il a fait... La deuxième question va peut-être t'inspirer parce que c'est un peu lié. C'est aussi, est-ce que tu as une anecdote surréaliste dans le cadre de ton parcours où tu t'es dit, c'est quoi ce truc de fou, il se passe quelque chose là. Ah ouais ? Ouais, ou je sais pas, tu vois, un truc. Ah, mais c'est des bonnes questions, hein. Mais j'ai envie de te sortir les bons exemples parce que je peux t'en sortir des décisions audacieuses, mais j'ai vraiment envie de te sortir une décision audacieuse. Une décision audacieuse, c'est pas la plus audacieuse, mais une décision audacieuse. J'ai déjà, sur un projet, pris, on va dire, plus d'une dizaine de milliers d'euros et j'ai investi sur un autre projet. J'ai rien touché en mode... alors que j'en avais peut-être besoin de cet argent-là, tu vois. Genre, le monde de l'entreprise, t'as l'argent de l'entreprise et t'as ton argent propre. Et globalement, quand t'as l'argent qui rentre dans l'entreprise, c'est pas ton argent à toi. Donc. Mais c'est un truc comme ça qui m'est déjà arrivé où il y avait des moments où j'avais besoin d'argent à ce moment-là. Et j'ai dit, let's go, je réinvestis sur un autre projet. Alors que, tu vois, j'avais peut-être besoin à un moment donné, tu vois, de cet argent-là pour faire autre chose. Et peut-être de plus utile. Mais c'est une décision que je regrette pas parce que ça m'a apporté du plus. Et cette décision-là en particulier, donc là, je te parle d'une décision qui est déjà arrivée. Mais je pense que la plus audacieuse, c'est ma première décision qui a été d'investir, je crois, 4 000 € sur l'achat de mes premières paires de baskets pour développer mon projet. Alors que en fait, tu vois, j'aurais pu faire step by step. Je me suis dit, 4 000 €, je vais tout dépenser en paires de chaussures pour aller les tester. Et ça a été vraiment le tout début. Donc je pense que la décision la plus audacieuse, c'est bien d'avoir investi mes 4 000 premiers euros dans mon projet alors que j'aurais pu partir en vacances. Ou, tu vois, m'acheter une voiture parce que la mienne, elle était vraiment en panne et tout, tu vois. Je pense que cette première décision, c'est la plus audacieuse. C'est incroyable parce que moi qui te connais bien, j'avais même pas, tu sais, écho du coup du fait que tu as investi 4 000 € comme ça sur tes premières paires. Ouais. Moi, je pensais que tu les achetais au fil de l'eau. Non. Aujourd'hui, tu vis bien dans ta chambre avec toutes tes paires ? Non, aujourd'hui c'est bien. Ouais. Aujourd'hui c'est carré. J'achète encore mes paires. Hein. Okay. Les gens savent pas parce que je reçois des paires par les marques, mais j'achète encore mes paires. Et ça, c'est important d'avoir son indépendance, tu vois, parce que des fois on est hyper lié aux marques et en fait recevoir une paire. Pour moi, un don c'est une contrainte avec une marque. Dans le monde de l'entreprise, si on te fait un don, si on te donne quelque chose, c'est qu'il faut donner quelque chose en retour. C'est très rare qu'on te donne quelque chose pour rien, sauf si t'es un client qui a déjà fait, tu vois, qui est un client de longue date. Dans le monde personnel,
personnel, je trouve, c'est différent. Tu peux donner sans ne pas vouloir recevoir, mais dans le monde de l'entreprise, c'est obligatoire, donc il faut garder cette indépendance-là. Donc ouais, décision audacieuse, je dirais ça. Et un truc qui est surréaliste, laisse-moi réfléchir, un truc qui est surréaliste, je dirais c'est assez récent parce que j'ai déjà été dans la même pièce que des joueurs NBA que je regardais quand j'étais petit. Et le joueur NBA vient, il te check, il discute avec toi et tout, genre comme si t'étais dans un jeu vidéo. Genre tu vois, on dirait t'es sur NBA 2K, il y a un joueur NBA qui rentre dans la pièce, il vient, il te check, ouais ça va et tout, ouais je sais ce que tu fais et tout, j'ai déjà vu tes vidéos. T'es là, t'es en mode mais ouais, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Genre tu te dis je suis dans un jeu vidéo. Et en fait ça c'est des visions que j'ai pas forcément eues, c'est pour ça que je trouve ça surréaliste. Le fait de développer mon projet, que ça fonctionne et tout, je visualise des fois des choses et c'est cool de visualiser, tu vois. Je trouve que c'est hyper important de me visualiser demain dans mes futurs bureaux. C'est hyper important parce que ça te donne l'énergie le matin de te lever. Mais ouais, des scènes comme ça où ouais, j'arrive à Salt Lake City aux États-Unis, je vois LeBron James, Giannis Antetokounmpo, des joueurs stars en NBA. Genre LeBron James, j'étais tout petit quand je le suivais et il est juste à côté de toi. C'est des scènes, c'est surréaliste, tu vois. Genre c'est vraiment des trucs, tu te dis ça jamais se serait arrivé avant. Et on en parle du concours de 3 points avec la Melo Ball. On peut en parler, hein. On peut en parler. C'était incroyable. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit vraiment, Reda est passé dans une autre dimension. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, j'ai battu un joueur NBA à un concours de tir et je vais vous raconter comment ça s'est passé en 20 secondes. C'est bon? Alors j'arrive sur un lieu de tournage, le joueur NBA arrive et il y a la dame de chez Puma qui vient me voir. Okay. Elle me dit écoute, on va tourner un contenu avec la Melo Ball, c'est un joueur NBA, nanana, il vient d'arriver, tout ça. Ça va durer 30 secondes, tu vas perdre, tout ça. Après, on passe à autre chose. Okay. Comment ça, je vais perdre? Genre, je vais pas perdre moi, tu vois. Connaissant ton esprit compétiteur, t'as dû te piquer. Ben ouais, moi je suis un compétiteur. Ça veut dire. Alors après, ça dépend la compétition, mais je me suis dit, ouais, ça m'a pas piqué, mais je me suis dit, comment elle m'a négligé comme ça, tu vois. Elle est super gentille en plus, hein. Elle travaille chez Puma aux États-Unis, elle est super gentille. Elle m'a dit, ouais, elle s'appelle Jenny. Elle m'a dit, Jenny. Elle me dit, ouais, Reda, ça va durer 30 secondes, il va gagner. Après, on passe sur le prochain défi. Je me suis dit, là, il va jamais gagner. Si je dois mourir sur le terrain, il va pas gagner. Du coup, on a pris les ballons, t'avais un jeu où tu devais déplacer une chaussure, et je tire, j'en rate quelques-uns, et après, c'est que mental. Ça veut dire que le basket, t'as une mémoire musculaire, j'arrive à en mettre 1, 2, je me suis dit, je mets toujours, et je me suis concentré comme jamais, je me suis jamais autant concentré, et on le voit dans la vidéo, carrément je sautille et tout, mais je veux mettre toujours le même tir, et à un moment donné, je sais pas pourquoi, je sens que mentalement, je vais pas bouger. Okay. Ça veut dire, je continue, je mets dedans. La Melo, il en rate 1, il en rate 2. C'est un joueur NBA, il était en jogging, il était en mode light, vraiment, il venait un peu pour célébrer sa nouvelle chaussure, donc il était pas échauffé et tout ça, donc même moi non plus, mais c'est aussi pour expliquer qu'un joueur NBA, normalement, tous les jours il me bat matin, midi, soir, mais sur ce jour-là je me suis mis le défi de le battre, et c'est la vidéo je pense qui a été le plus virale sur mes réseaux sociaux récemment. Je crois qu'elle a dû faire 8 à 9 millions sur TikTok, elle a fait plus d'1 million je crois sur Insta, mais je l'ai posté un peu plus tard, et il y a même des gars qui ont pris ma vidéo, qui l'ont reposté sur TikTok et qui ont fait genre encore plus de vues sur, ils ont fait genre 10 millions de vues sur cette vidéo là, et c'est pas une réussite en soi de battre un joueur NBA. Genre je suis très pragmatique, genre moi comme je te dis j'ai mes objectifs, le fait de battre un joueur NBA c'était pas dans la liste, après je le prends, tu vois. Ouais, ça m'a donné du boost, je le prends, tu vois, mais ouais non, c'était très très cool, vraiment très cool. T'étais dans le flow, t'as quand même créé une relation avec la Melo, parce que attends, c'était quand? C'était en juin. Et là tu l'as recroisé, c'est ça, à Abu Dhabi ou à Je l'ai recroisé à Charlotte, donc je travaille avec Puma depuis un long moment. Ça peut être potentiellement aussi un sujet sur lequel on pourra rediscuter, mais j'ai une relation qui est assez proche avec Puma parce que ils sont revenus dans le basket et ils m'ont utilisé comme créateur de contenu numéro 1 sur le basket, donc ils m'ont activé sur plein de trucs, et donc la croissance de Puma et la croissance de Rookix sur les 2 dernières années ont été assez similaires, tu vois. Donc je te parlais tout à l'heure de chemin, et en fait on s'est tenu la main sur une partie du chemin qui nous a permis d'avancer tous les deux à la même vitesse, en fait, ce qui fait que eux entre guillemets m'en doivent une et moi je leur en dois une aussi. Le fait qu'ils mettent à dispo la Melo, le fait qu'ils me donnent des exclusivités européennes et tout, c'était un truc de fou. Et donc là ouais, je suis parti à Charlotte récemment, on a rediscuté, il m'a reconnu, on a parlé, il m'a signé une paire que j'ai fait gagner à la communauté derrière, la communauté toujours. Incroyable. On n'oublie jamais la communauté, et du coup ouais, on s'est recroisés, et je pense que c'est que le début parce que tu vois c'est un jeune joueur, je pense qu'il voit les vidéos, il voit ce que j'apporte aussi à son produit, parce que lui au final lui il prend de l'argent parce que c'est son produit qui se vend en France, donc c'est cool, et moi en parallèle ça me permet de créer des belles histoires, et au-delà de ce que j'aime faire et de ma vision, il y a ce côté storytelling. J'aime trop raconter des histoires que soit j'ai vécues, que j'ai envie de vivre, ou que même les gens ont vécu. C'est cool de raconter les histoires. Et c'est vrai qu'en plus j'ai jamais vu une communauté aussi engagée. Il y a des communautés plus engagées, il n'y a pas de meilleure communauté, tu vois, je fais un lapsus, il n'y a pas de meilleure communauté, je le dis, mais il y a des communautés plus engagées que la mienne, mais moi ça me va. En fait
t'avoue, au début, j'étais en mode, même si j'ai 50 000 abonnés toute ma vie et qu'ils sont actifs comme ils le sont, j'ai pas besoin de plus. Après, il y a ce côté algorithmique, consistance qui a fait que j'ai pris énormément d'abonnés. Il y en a pas mal maintenant qui me suivent depuis l'étranger. Et c'est cool, ça donne un axe global. Maintenant, la communauté qui m'a soutenu depuis le début, je les croise dans la rue, c'est mes refs en fait, tu vois. Genre vraiment des noms, des gars qui me suivent sur Twitch, des gars qui commentent sur mes posts Instagram, j'ai l'impression de les connaître, tu vois. Je vois toujours les mêmes blazes, toujours les mêmes gars qui m'envoient des DM. Des fois, ça m'arrive de passer entre, tu vois, dans certaines mailles du filet, je vois pas et je clique sur un DM à un moment donné, je vois que le mec il m'envoie des messages depuis 2019. C'est un monologue entre lui et moi, et avec moi sans réponse. Et ces gars-là, je leur donne beaucoup plus d'attention parce que sans eux, je n'arrive pas là où je suis aujourd'hui, parce que c'est grâce à la communauté que j'ai ces opportunités-là. Et pour moi, encore une fois, la communauté, c'est méga sûr. C'est des gars qui sont avec moi et qui avancent encore une fois vers là où j'ai envie d'aller. C'est pour ça que c'est important pour moi, au plus haut point, de leur créer des opportunités. Le camp, c'est une opportunité. J'ai déjà pris des abonnés avec moi, voir des matchs d'Euroleague. J'aimerais bien faire ça en NBA. Bon, c'est des prochaines étapes, mais c'est comment moi je peux leur donner des opportunités de la même façon que eux arrivent à m'en apporter. Parce qu'il y a ce côté très égoïste et égocentrique du créateur qui a toutes les paires chez lui, qui vit sa meilleure vie, qui gagne de l'argent et voilà, tu vois, qui est réputé et référencé pour ce qu'il fait. Mais sans la communauté, il n'y a pas de créateur en fait. Parce que c'est un créateur de contenu et en fait ta communauté elle est là pour t'aider et te pousser au next level. Donc pour moi il faut les respecter et surtout donner des opportunités. Et je m'adresse aux créateurs, donner des opportunités à votre communauté. C'est le meilleur moyen de leur rendre l'énergie qu'ils vous donnent au quotidien. La gratitude, tout simplement. Important. J'ai une dernière question sur l'entrepreneuriat. Si maintenant tu dois te replonger avec les skills que tu as aujourd'hui, tout ce que tu as, tout ce que tu as pu engranger pendant ces 5 années, c'est ça? Ouais. Et que tu vois là maintenant Reda face au moment où il va lancer son blog en 2018, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, pour être sincère, quitte ton job avant, parce que j'ai vraiment j'ai joué le plat du pied sécurité, tu vois. J'ai vraiment joué le truc où je suis resté chez Boulanger jusqu'à la dernière minute, parce que ça aurait pu être la décision la plus audacieuse. Et je pense que le fait d'avoir quitté mon job avant m'aurait amené beaucoup plus loin, parce que si tu prends ces 39 heures semaine pendant 5 ans mis à disposition de mon projet, ça m'aurait amené beaucoup plus loin et je serais peut-être plus proche de mon objectif à aujourd'hui. Et voilà, et moi je pense qu'il faut avoir des regrets. Il y en a qui disent ouais, il faut pas avoir de regrets dans la vie. Moi je pense qu'il faut avoir des regrets, parce qu'on regrette toujours des trucs, toujours des choses à un moment donné, et je pense que c'est un petit regret, c'est pas un gros regret, mais je pense que j'aurais aimé poser mon poing sur la table et dire allez, je me lance à 100% sur mon projet, j'y vais en 2017, et là laisse tomber. Mais encore une fois je le vois clairement, depuis que tu as quitté ton job, j'ai l'impression qu'il y a un envol. Ah mon gars, on travaille, il faut travailler, il n'y a pas de secret. Ça veut dire que si tu as 39 heures en plus dans ta semaine et que tu les passes devant la play, à pas streamer par exemple, parce que tu peux passer devant la play à streamer, et donc là tu crées du contenu. Non, c'est hyper important de se donner l'énergie possible pour y arriver, et tant qu'on est jeune c'est important, tu vois, genre qui aujourd'hui se voit travailler jusqu'à 65 ans, pas moi. Donc à un moment donné, doit mettre l'énergie pour y arriver. C'est dur parce que sinon tout le monde le ferait. Tu vois, il y aurait des millions de personnes qui diraient bah moi je veux pas travailler jusqu'à 65 ans, du coup je fais mon projet et ça marche. Bah non, à un moment donné, en plus générationnellement parlant, la nouvelle génération va vouloir moins travailler, va sentir qu'il n'y a pas de retraite, va sentir un peu ce truc là. Pour moi le CDI ça correspond aussi à une partie des gens et il faut respecter ça, tu vois. Mais moi à partir du moment où j'ai pris cette décision, et ben je me suis donné tous les moyens pour réussir. Encore une fois il y a des regrets, il y a des échecs, etc. Mais le travail, il y a que ça qui a fait que le travail. Charbon. Encore merci pour cette partie inspirationnelle, Reda. Avec plaisir. Je te propose maintenant qu'on passe sur l'île de la productivité. Ça, c'est ton domaine, ça. Exactement. Là, on rentre dans mon terrain. Et là, j'ai envie de comprendre, Reda, comment tu t'organises, comment tu travailles, etc. Ça va passer par une série de questions, un peu comme ce qu'on a fait sur la première île. Et là, en fait, on va commencer simple. Reda, quand il se lève le matin, c'est quoi sa journée type? Comment tu gères ton temps? Alors, il y en a qui se lèvent avec la méditation. Moi, je me lève avec la prière. Ça, c'est important. Se lever, prière, comme ça, je rentre dans ma journée. Le sport, j'aimerais bien te dire que j'en fais tout le temps. Malheureusement, c'est le seul point sur lequel j'ai pas réussi à être discipliné sur mes 5 dernières années. Je suis transparent, tu le sais. C'est ce point-là que j'aimerais bien mettre dans ma routine matinale, mais que je n'ai pas encore. Donc tu vois, si je devais inspirer les autres, je dirais que commencer par du sport, c'est cool. Ça permet d'éveiller, tu vois, ton corps, etc. J'ai repris une routine sportive depuis récemment, mais je peux pas aujourd'hui dire que je l'ai parce que ça fait que 2 semaines. Donc on va voir si j'arrive à la tenir pendant 6 mois. Si j'arrive à la tenir pendant 6 mois, je te dirai ça. Mais non, je me lève le matin, prière, to do, liste, que je fais parfois dans mon lit. Encore une fois, je veux pas faire l'entrepreneur parfait. L'entrepreneur du web. Voilà, qui fait ça sur son balcon avec son café et ses flocons d'avoine. Même si j'aimerais bien le faire, hein, mais c'est dur à tenir sur le long terme. C'est vraiment dur et j'aime pas les flocons d'avoine en plus, donc pour te dire vraiment. Je sais pas si t'as vu la vidéo de Cédric Doumbé. Non, j'ai pas vu. Tu sais, où il est comme ça, tu sais, il fait une pub, il fait un genre en mode un petit sponsoring sur des flocons d'avoine, il mange, et dès que la caméra coupe, il fait dégueulasse. Mais franchement, je te dis ça, mais j'aimerais bien le faire. Hein. J'aimerais bien avoir cette routine hyper. Mais en fait, je suis pas comme ça, moi. Moi, de base, je suis pas un fainéant, mais ma vie est un bordel organisé. Comme ça, tu vas bien comprendre. Je sais tout ce que je dois faire dans la journée. Quand il y a des rendez-vous comme ce podcast, eh ben, je sais que je dois être là. Donc ça, par exemple, c'est des rendez-vous qui sont organisés. Mais je sais que, par exemple, je dois tourner une vidéo, faire un Reels, écrire un script. Et en fait, ça se fait un peu en fonction de mon mood.
tu vois. Des fois, je me lève le matin, j'ai pas envie. Du coup, je vais commencer par la tâche qui va être la plus facile à faire pour rentrer dans ma journée. Tu vois, faire ma to-do, ça tous les matins. Je me lève le matin, soit je me mets sur mon PC dans le salon, soit je suis dans mon bureau, soit des fois je suis dans mon lit, tu vois. Je reviens dans mon lit, tu vois, je suis posé, mettre du temps à émerger. Ben, moi, je mets du temps au lieu de swiper. Je mets du temps à écrire ce que je dois faire aujourd'hui. Ça, c'est hyper important et je pense c'est ce qui permet à la fin de la journée, de te dire est-ce que j'ai réussi ma journée d'un point de vue productivité ou non. Et après, il y en a qui diront commence par la tâche la plus relou. Non, moi, je commence par la tâche la plus simple. Je rentre dans ma journée le plus simplement possible. Et généralement, j'essaie de monter en puissance. C'est-à-dire que je commence tout doucement et après, je monte d'un point de vue productivité. Je mange pas forcément tout le temps le midi parce que, encore une fois, je suis dans ce côté-là productif où quand je mange le midi, ça me tue l'après-midi. C'est pas quelque chose que je conseille forcément, encore une fois, mais c'est ma manière de fonctionner. Donc, je commence doucement et je préfère terminer à 17h, bien manger à 18h et ensuite chiller plutôt que de manger le midi. Ça me fait une pause alors que tu vois, je peux bosser. J'aime bien moi ce format-là. Et c'est quel moment de la journée où tu te dis ouais, c'est mon pic de productivité, là je suis dans le flow? Je pense que c'est la première heure et demie de travail après la to-do et le fait tu vois que je me pose un peu, etc. Genre je fais ma to-do, je me pose et après la première heure et demie de travail elle est hyper importante et ça je pense c'est important à partager. Tu me diras toi ce que t'en penses, toi qui es expert en productivité, mais la première heure et demie de travail c'est hyper important de faire tout ce que t'as à faire, on va dire les 80% les plus importants de ta journée, comme ça après tu peux redescendre tranquillement, tu vois. Moi j'essaie de le faire encore une fois de façon progressive, mais je dirais que c'est cette période là le 10-13 heures pour moi, il est 10-13 heures, tu vois, là je suis productif là. Très bien. Là, je te rejoins quand même pas mal sur cette partie-là, dans la mesure en fait où moi j'avais une manie avant. C'était que en fait la tâche la plus relou, je sais que c'est celle-là qui va me faire avancer, mais je l'aime pas. Procrastiner, je faisais tout le reste. Et en fait, je suis arrivé à un stade où je me suis dit, en fait, chaque journée, moi, j'ai pas besoin d'avoir une to-do list longue comme un bras. J'ai besoin d'avoir une priorité où je me dis, tu vois, c'est ma tâche de la journée. Si je la fais, bah, j'ai avancé, tu vois, d'un petit pas. On en revient à la boule de neige. Ça, c'était inspiré d'un livre qui s'appelle The One Thing, qui te dit, en fait, une seule priorité par jour et au moins, tu auras avancé. Et c'est comme ça un peu, moi, que je marche. Et du coup, là où je me dis, tu vois, aujourd'hui, en termes d'activité, concrètement, qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Tu as la partie création de contenu, forcément. Mais est-ce qu'il y a d'autres tâches que tu te dis, ouais, je fais ça tous les jours? Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Parle-nous un petit peu, tu vois, de ce que tu fais, les coulisses un petit peu de ton activité. Alors, il y a je t'ai dit, mon rôle, c'est de donner de l'information aux basketteurs. Donc, aujourd'hui, j'ai mon compte Instagram, mais j'ai aussi un média, un site internet sur lequel, l'objectif, c'est de donner un maximum d'informations. Donc, tous les matins, c'est d'aller voir quelles paires sont sorties, quel joueur NBA a porté quelle paire la veille et comment on peut transcrire ça en contenu. Donc, ça, c'est hyper important d'être dans l'actualité. Donc, il y a cet axe-là de veille tous les jours, tout le temps. Des fois, il y a des paires qui sortent à 15h, 20h, 1h du mat, qui va faire en sorte que je suis obligé d'être à jour sur mon métier. Et si je suis expert dans la sneakers, eh ben, il faut que je continue à développer cette expertise-là. Donc, cette recherche-là, elle est vraiment tous les jours. Dans cette recherche-là, tu peux intégrer les bons plans pour les basketteurs parce que tu vois, encore une fois, moi je suis là pour les aider. Donc, si tu as une paire qui est à 200 € mais que tu peux l'attraper à 150 € chez un marchand que personne ne connaît, eh ben, c'est à mon rôle d'aller chercher cette paire à 150 € et d'aller créer l'opportunité pour le mec de la commu qui a pas 200 balles à mettre dans une paire et de se dire, ok, grâce à Reda, j'ai trouvé ce bon plan-là. Donc, ça fait partie aussi de l'axe produit et de ce que je fais de façon quotidienne. Tu vois. Je commence à être aidé par des équipes, mais avant, je le faisais tout seul. Il y a cet axe-là qui est hyper important. Il y a un axe autour des projets. Quand tu es créateur de contenu, tu penses que contenu. Et c'est pour ça que je te parlais de la cour des moyens. Parce que la cour des moyens, maintenant, on se parle de projet. Ça veut dire qu'au-delà de faire une vidéo sur une paire à chaque fois, là, mon objectif, c'est d'aller au NBA Abu Dhabi Games. Il y a un tournoi en novembre et décembre qui est à Las Vegas qui s'appelle le In-Season Tournament. J'ai travaillé un peu sur ce projet-là. J'ai eu une offre que j'ai dû refuser de Paris en sport parce que je travaille pas sur les paris, tu le sais. Et en janvier, il y a le NBA Paris Game. Donc, j'ai des projets qui sont un peu positionnés dans le temps. Et genre Las Vegas, par exemple, je me dis quels sont les moyens pour moi de m'y rendre. Donc, je vais aller travailler sur mon réseau, travailler sur des mails. Quels sont les partenaires de l'événement? Tu vois, je vais aller voir l'événement. Il y a qui comme partenaire? Nike, Foot Locker, Jordan. Et ensuite, je vais aller chercher qui je peux aller contacter chez Jordan pour demain aller dans cet événement-là. Et ça m'arrive parfois, zéro solution. NBA Abu Dhabi 2022, je prends mon billet et j'y vais. On investit sur soi. Et comme ça, au moins, si j'ai pas de marque, ils peuvent m'accompagner sur le projet. Parce que la marque, comme Puma, c'est genre échange de bons procédés. Eux, ils ont de la visibilité. Moi, je vis une expérience de fou et tout le monde est content. Donc, pourquoi pas en fait aller vers les marques, tu vois? Parfois, on a un peu peur. En fait, on va juste leur apporter le juste positif que eux nous apportent en retour. Et en parallèle, si j'ai pas cet axe-là, j'y vais par moi-même. Donc, j'ai des projets sur lesquels je travaille. Et donc là, tous les jours, je vois comment on peut essayer d'avancer sur ces projets-là. Au-delà des marques qui viennent me contacter. Et donc, je fais aussi des choix sur les partenariats que je fais. Je commence à en avoir de plus en plus. Et donc, mon objectif, c'est de rester le plus qualitatif possible et de rester le plus franc avec ma communauté. Et donc, c'est de choisir mes projets. Et des projets récemment que j'ai refusés aussi par rapport à ça. Donc, il y a ces éléments-là, la gestion de projet. Et après, il y a toute la partie création de contenu.
contenu sur laquelle aujourd'hui je suis accompagné de Ryan qui travaille avec moi à temps plein et qui m'aide dans la création de contenu, qui va être là pour filmer les contenus, qui va être là pour me donner des idées, qui va participer à certains de mes contenus. Et cette création de contenu-là, pour moi, c'était invraisemblable de ne pas avoir quelqu'un à mes côtés parce que au final, soit tu es là avec ton téléphone et tu vlogs tout le temps, etc. Mais en fait, si je veux passer un cap, je suis obligé d'être accompagné là-dessus. Et du coup, après, il y a le shop, le camp, etc. Mais pour moi, je les vois tous comme des projets. Donc tu vois, j'ai un listing de projets et après, en fonction des priorités, j'essaye de faire en sorte que tous mes projets avancent avec pas un objectif de réalisation pour tous, mais avec un objectif de progression. Si je fais un plus 5%, je suis content. Tant que ça progresse, c'est cool. Si ça baisse, j'essaie de comprendre pourquoi, quelles ont été les erreurs, etc. avec un objectif de progression. Donc tu vois, le nombre d'abonnés, pour moi, c'est pas une fin en soi. Mais si je vais baisser en nombre d'abonnés, je vais essayer de comprendre pourquoi. Si je monte en nombre d'abonnés, ok, c'est normal, tout se passe bien. Mais je vais pas avoir une cible d'1 million. Tu vois. Tant que ça progresse, je suis content. Ça veut dire que le travail que je mets à disposition porte ses fruits. Tu vois. Très bien. Ça m'a donné plein de pistes sur lesquelles j'ai envie de te cuisiner. Vas-y, cuisine-moi. Alors, du coup, dans un premier temps, j'ai vu que depuis mars 2023, on en revient encore une fois, tu as quitté ton job de salarié. Et c'est à partir de là que tu as commencé à prendre des gens dans ton équipe, à déléguer des choses. Aujourd'hui, comment est constituée ton équipe et comment tu gères cette nouvelle partie management? Alors, comment je gère mon équipe? Aujourd'hui, j'ai une équipe de 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. J'ai une équipe de 6 personnes. J'ai Ryan qui m'accompagne. Ton gars sûr. Mon gars sûr, qui m'accompagne toute l'année sur la partie création de contenu, etc., etc. Et donc ça, on va dire que c'est l'élément fondamental. Et si je devais retirer, on va dire tous les maillons, c'est celui que je retire. C'est ton bras droit, quoi. Ouais, je peux pas le retirer. En deux, j'ai quelqu'un qui m'aide sur les projets. C'est pas par ordre, encore une fois. Hein. Ryan, je le dis parce qu'il m'accompagne vraiment au quotidien. Mais j'ai quelqu'un qui m'accompagne sur les projets. Sur la partie gestion, on va dire, de la partie opérationnelle et potentiellement de certaines relations marques, etc. C'est pas forcément un agent, mais c'est quelqu'un qui va m'aider dans la gestion de projet. C'est même pas de la productivité, c'est plus comment amener les projets, les présenter peut-être. Non, comment juste avancer dans les projets. Tu vois. Comment avancer dans les projets. Donc parfois il y a certains mails où il y aura c'est pas moi qui vais répondre. Parfois je vais pas pendant un mois je regarde pas le projet et en fait le projet arrive à son aboutissement et on va tourner le contenu un mois après. Donc c'est plutôt une aide quotidienne. Sur la gestion de projet, mais c'est pas de la productivité. Ce serait plus un directeur opérationnel, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ouais, t'as bien ciblé, c'est exactement ça. Ensuite, j'ai 3 gars qui bossent avec moi sur la partie rédaction. Donc il y a Hugues, Thibaut et Vaïk qui travaillent sur la partie rédaction d'articles, qui travaillent sur la partie développement du média Rookix News et qui du coup sont pareil méga sûrs parce que quand l'info elle sort à 3h du mat, et à 5h il y a un post qui est fait et je me lève le matin, je me dis mais c'est incroyable d'avoir un gars qui suit autant et qui arrive à faire ce taf là. Ça a mis un peu de temps, mais je trouve que là on arrive à un point où mon média se développe et je suis content de ce que les gars arrivent à faire. Je suis quelqu'un, tu le sais, très pointilleux. Il faut que ce soit comme j'ai envie que ce soit. Et en fait le délire de management pour moi ça a été un peu difficile. Ça l'est encore. Genre je veux pas dire que c'est facile, mais en fait pour moi il faut juste que j'arrive à être ok sur le fait que en fait moi c'est mon bébé, c'est mon projet, donc je vais me donner à 400%. Il faut que juste j'accepte que les gars qui bossent pour moi soient à 100%. Et je peux pas leur demander d'être à 400. Je vais pas leur demander d'être à 50 parce qu'à un moment donné, faut pas déconner. Faut quand même que ça avance. Mais en fait parfois c'est ça aussi le côté management où toi t'es à 400% sur un truc et tu vas demander à quelqu'un d'être à 200 ou à 300, tu vois. Même pas à ce que tu fais, mais genre en fait c'est pas possible. Donc il faut juste prendre un peu de recul, souffler, boire un peu d'eau et se dire ok, le gars il est à 100%, il fait ce qu'il a à faire, moi ça me va tant que ça progresse encore une fois, tu vois. Et justement dans ces tâches que tu délègues, quelles sont les tâches aujourd'hui où tu te dis je kiffe faire ça ou bien j'ai envie de garder le contrôle total dessus, et quelles sont les tâches où tu te dis j'ai besoin de déléguer dessus ou bien je déteste les faire? Le montage, je pense que ça il y a plein de créateurs qui te diront ce truc là. Il y en a qui aiment bien aussi monter par contre, tu vois. Moi je pense que le montage, j'ai passé énormément de temps à monter, je me suis formé à Premiere Pro, j'ai passé des heures et des heures et des heures et au final même si je sais monter, c'est quelque chose que je veux vraiment plus faire. Ça a été mon coach temporaire à préciser. Vraiment je déteste le montage, ça c'est un truc que vraiment je déteste faire et je pense qu'au fur et à mesure le montage passera de plus en plus sur du vertical, même si c'est déjà un peu le cas avec CapCut et VN, etc. Mais pour moi la génération qui arrive donc déjà sera très verticale, mais surtout sera très, on ne voudront pas passer 20 ans sur le montage, ils vont faire 2-3 cuts, un effet, boum boum et ça balance sur les réseaux. Et on en reparlera tout à l'heure, mais avec les outils d'IA aujourd'hui qui te facilitent beaucoup la tâche, on y revient tout à l'heure. Exactement, mais bon, en tout cas le montage c'est vraiment un sujet que je déteste faire. Et après sur la partie relation marque, je pense qu'au fur et à mesure c'est quelque chose que je vais délaisser, même si c'était ma spécialité chez Boulanger. J'avais été aussi embauché pour ça, pour bosser avec des créateurs, parce que il faut avoir ce recul aussi avec les marques. Alors j'ai des marques où j'aime bien garder le lead, ça peut être par exemple Jordan j'aime bien garder le lead, Puma aussi, Puma et Jordan j'aime bien garder le lead parce que c'est des personnes avec lesquelles je m'entends super bien, des relations qu'on a créées parfois historiquement avec
Jordan ou avec Puma, tu vois. Et c'est des trucs où en fait on crée un truc ensemble et je peux pas forcément donner ça à un intermédiaire. Alors que forcément sur d'autres marques ça peut être différent. Et en fait au plus j'ai de partenaires privilégiés et au fait au moins de temps j'ai à développer mes projets, il faut que j'accepte ça, je pense. Et ce truc-là, les relations avec les marques, c'est quelque chose que je pense qui doit être délégué. Ok. Et toute la partie cadrage aussi, avoir quelqu'un, tu vois, quelqu'un qui est là avec toi, qui t'aide dans ton quotidien, je pense que c'est important. Et typiquement sur la partie productivité, ça je pense que tu seras intéressé, mais je pense que le fait demain d'avoir quelqu'un qui m'aide sur la partie un peu planning, rendez-vous, etc., toute proportion gardée et en restant humble, je sais que j'ai besoin de ça, tu vois. Ok. Et je pense que ça peut booster ma productivité, mais dans un autre sens, je suis pas en CDI en fait. C'est-à-dire que j'ai pas envie qu'on me dise 9h tu dois faire ci, Absolument. 10h tu dois faire ça. Donc le bordel organisé, j'aime bien aussi, tu vois. Parce que des fois, on a terminé la to-do à 14h, j'ai juste envie de me poser, de regarder la télé et de chill un peu. Et pourquoi je vais m'infliger de taffer jusqu'à 19h? J'ai cette dualité aussi qui me permet de me dire, bah ok, quelqu'un qui m'aide sur le planning, c'est cool, mais si c'est pour... j'aime le charbon. Mais au final, il y a des moments où j'ai aussi envie de souffler et je peux me le permettre maintenant. Donc, il faut aussi des fois savoir savourer, savoir souffler, savoir célébrer des victoires plutôt que d'être tête baissée et de dire ah, mais il faut que je travaille avec 10 personnes, un gars qui gère mon planning. Non, tu vois, genre là, j'essaie quand même de relativiser, de me dire que je suis encore jeune, il faut que je profite aussi de ma jeunesse, même si je travaille, je charbonne. Et dans ce cas-là, il faut aussi m'accorder des petits moments off. Donc, ouais, mais déléguer, je pense, l'emploi du temps au minimum, ça, je pense que c'est quelque chose qui va m'aider beaucoup et qui va surtout me challenger à aller plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui, tu utilises un outil pour t'organiser? Alors, je sais que toi, tu utilises des outils et tu m'en as conseillé. Hein, beaucoup. Tu m'as conseillé Notions. Chez Boulanger, je sais qu'on utilisait Monday.com, je crois, si je dis pas de bêtises. Monday, c'est peut-être un autre outil, mais que j'aimais pas. Je détestais mettre. Aujourd'hui, il y a un post qui te sort à telle heure et tout. Là, j'ai bossé un peu sur Notions, mais c'est un truc que je galère à être discipliné sur ça. Tu vois. En fait, Vraiment. Notion, c'est bien et c'est pas bien. Pourquoi? Parce que Notion, en fait, c'est un outil, il est trop personnalisable. Ouais. Donc, ça veut dire que tu peux vite t'y perdre. En fait, tu vas plus passer de temps à créer des templates, à créer des briques, à créer Je dois des faire trucs. pipi à 14h. Exactement. Ah non, mais j'arrive pas à ça. En fait, pour moi, la productivité, parce que du coup, moi, je suis spécialisé sur la productivité couplée au digital. Ok. Et en fait, du coup, pour moi, la productivité, c'est pas juste d'avoir un planning, etc. Mais c'est vraiment, en fait, pour un entrepreneur, de créer des systèmes, des process qui vont venir l'appuyer. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu te considères en termes de systématisation de ton activité? Comment tu t'organises? Comment c'est structuré aujourd'hui ton activité? Il y a plusieurs axes. On va dire que j'ai un canal Discord qui me permet, on va dire, d'avoir... C'est un peu le réseau social de l'entreprise où il y a plusieurs channels et on va parler de ma marque de vêtements, de mon camp, des produits, des bons plans, des projets. On fait nos rendez-vous sur Discord. Donc mon Discord, Rookix, il y a une partie publique et il y a une partie privée où c'est que de la discussion continuelle sur le développement de tout ça. Et après, j'essaie de privilégier du mieux que je peux. Je sais que je suis pas encore bon là-dedans, dans les échanges oraux, parce que pour moi, c'est toujours ça qui fait avancer. Je trouve les échanges écrits, t'as beau mettre des plannings, etc. Des fois, c'est 15 minutes autour d'une table, autour d'une visio. On discute, on pose les sujets, les projets, c'est quoi les next steps et on avance. Je pense que demain, à défaut d'être genre ultra organisé, je pense qu'en fait, avoir limite 1h15 de call et 15 minutes de call pendant 1h15, ça m'aidera beaucoup plus que de me dire, je sais pas, en fait, j'ai grave du mal avec ce côté, je mets ça dans cette case, je mets ça dans cette case, je mets ça dans cette case. Et j'ai l'impression que soit il faut que je sois accompagné pour ça, mais que j'arrive pas à être discipliné là-dedans parce que j'aime bien avoir cette part de spontanéité, cette part de ok, je dois tourner tel truc, bah aujourd'hui je veux ça, je peux le repousser à demain et ça je mets ça aujourd'hui. Tu vois. Ça c'est une question que j'avais mis en plus de côté, c'était est-ce que tu es plutôt team planification, team spontanéité? C'est que je dois planifier des trucs et que pour arriver à l'objectif, je dois faire telle étape. Je te parlais de vision et d'objectif, mais en fait, là, j'y vais step by step. Donc, je suis planifié dans ma vision globale. Tu vois. Ça m'amène à une question. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment, en tout cas, inspiré de toi en termes de productivité. C'est ta partie création de contenu. C'est que j'ai l'impression que tu es partout et tout le temps. Ah ouais. Donc, j'aimerais en fait comprendre d'où te vient cette inspiration, comment tu nourris cette inspiration au quotidien et que tu nous parles aussi peut-être de A à Z, comment tu es structuré en fait ta création de contenu, c'est quoi ton process? C'est de la spontanéité et de la créativité et c'est ça qui fait que c'est difficile à copier ou à essayer de développer. Tu vois. En fait, c'est un mix de spontanéité et de créativité. Pendant un moment, je me suis dit, team planification, il faut que je fasse un Reels tous les jours, quelle que soit l'heure, quel que soit l'endroit, quel que soit le sujet. Je me pose une contrainte et du coup, je tournais une vidéo tous les jours. Au début, c'était long. Je me suis dit, il faut que je fasse tout au téléphone. J'ai appris
à monter sur des CapCut, CapCut, VN, ok. etc. Et c'était la première contrainte que je m'étais mis pour être, comme tu dis, partout, tout le temps. Tu vois. En parallèle de ça, une fois que je me tiens à mon objectif de une vidéo par jour, bah en fait, une vidéo par jour, c'est bien, mais comment je vais trouver l'inspiration? Donc au début, c'était énormément de consommation, de création de contenu. Je donne un petit tips, c'est gratuit, c'est cadeau. Aujourd'hui, j'ai essayé de... J'aime trop les voitures. Je suis passionné de voitures. Ok. J'aime beaucoup les belles voitures et tout. Donc logiquement, mon algorithme me propose des voitures. Bien. Et donc en fait, je me suis dit comment les contenus qui cartonnent dans les voitures, je peux essayer de la poser dans la sneakers en fait. Incroyable. Les voitures et les paires, c'est pas la même chose, mais ça reste un bel objet, un truc qu'on convoitise. En plus, les sneakers, c'est beaucoup plus abordable qu'une voiture. Et donc, du coup, j'allais prendre un contenu sur une Porsche que je trouvais trop bien. Et je me dis, viens, on fait ça avec la nouvelle paire de LeBron. Tu vois. Incroyable. Et donc, du coup, je faisais des petits ponts un peu comme ça. Et en fait, effet boule de neige. La créativité amène la créativité. Des fois, tu as une idée, des fois, tu en as deux, des fois, tu en as 10. Et des fois, je me lève le dimanche matin, j'ai 10 idées que je me suis écrit la veille. Je tourne 10 vidéos, ma semaine, elle est faite. Et je peux déjà penser à la prochaine étape. Donc, après, c'est la créativité, ça vient pas comme ça, il faut la provoquer un petit peu. Il y en a qui sont créatifs de base, il y en a, il faut provoquer. Moi, je l'ai provoqué en me mettant une vidéo par jour. J'étais en mode, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux le faire? J'ai un format qui marche beaucoup où en fait, c'est une chaussure qui crisse sur le terrain, ça fait des squeak, squeak, tu vois, sur la paire. C'est ta ref. Et bah, cette ref-là, qui a été reprise partout dans le monde en vrai, elle est hyper singulière, mais il y a un axe un peu satisfaisant. Genre les basketteurs qui regardent ça, ils se disent, ah, la paire, elle accroche, tu vois. C'est pas forcément on va dire une certitude. C'est juste la paire qui fait un bruit qui est cool à entendre pour les basketteurs parce que chaque fois que tu vas sur un terrain de basket, instinctivement, inconsciemment, t'entends des chaussures qui crissent sur le terrain. Et le fait de l'entendre sur une paire, j'en ai fait un format habituel. Et après, c'est de s'inspirer de plein de trucs. J'ai vu des formats où les mecs, les yeux bandés, ils devinaient des aliments. Bah, j'ai fait les yeux bandés, des chaussures. J'ai essayé d'apposer énormément de concepts à ma niche. Et au final, il y a énormément d'idées parce que les réseaux sociaux maintenant sont vastes. T'as des vidéos qui sortent tout le temps, tous les jours, toutes les heures. Donc c'est dur de dire aujourd'hui, non, je peux pas être créatif dans ce que je fais. Mais c'est dur au début. Mais après, une fois que t'as l'effet boule de neige, bah, t'es re-inspiré par un truc. Puis tu fais plusieurs épisodes d'un format qui a marché. Puis après, j'en arrive à être partout, tout le temps, comme tu dis. Et je trouve que c'est cool. Ça peut être relou de temps en temps parce que les gens ils vont se dire, putain, en fait, le gars, je le vois tout le temps, j'en peux plus. À un moment donné, la consistance fait quand même partie des clés pour réussir sur les réseaux sociaux, c'est sûr. Ok. Donc là, tu nous as parlé un peu du processus de créativité. Mais concrètement, de l'idée initiale à la publication, quelles sont les étapes aujourd'hui? Est-ce que par exemple, tu envoies ton fichier à ton monteur, etc. Quelles sont en fait les étapes concrètes de ton processus? Là par contre c'est très spontané. Okay. Ça veut dire que j'ai l'idée, je trouve un moyen de le faire. J'ai l'idée par exemple de faire un truc les yeux bandés et je vais me poser la question de dire je le fais quand, je le fais où. Donc trouver le lieu et le timing. Et globalement les contenus verticaux sont toujours beaucoup plus simples à tourner que les contenus horizontaux. Tu vois, parce qu'il y a moins de post-prod, etc. En tout cas pour la plupart. Et donc du coup l'objectif c'est de faire un contenu rapide et surtout je fais l'analogie avec les consommateurs. Même si tu as des super beaux contenus, moi j'aime bien je saurais plus te donner son nom mais le magicien aux États-Unis qui fait des effets où il arrive à rentrer parfois dans le sol, il remonte et tout, genre c'est hyper beau, mais il doit mettre je sais pas combien d'heures à mettre en post-prod. Globalement, quand tu es sur les réseaux sociaux, tu regardes un contenu, tu swipes, tu regardes un contenu, tu swipes, tu regardes un contenu, tu swipes. Ouais. Donc en fait, parfois il vaut mieux proposer un contenu 8 sur 10 10 fois qu'un contenu 10 sur 10 une fois. Donc pareil d'un point de vue qualité, certains diront que j'ai un contenu qui est qualitatif, je trouve qu'il l'est mais pas en 10 sur 10, tu vois. Je pourrais faire des contenus super beaux, des fois je suis sur le terrain, tu vois la caméra qui tremble, je pourrais faire ça avec un caméraman et tout, mais je trouve que c'est cool ce délire de je pose mon tel, je fais une vidéo, elle est vue par 100 000 personnes, genre c'est génial en fait. Et en fait ce truc là de spontanéité, de facilité à le faire, je veux le garder parce que si demain j'ai toujours une prod, je trouve ça casse ce charme là et même la communauté, ils voient que je suis un passionné de basket qui pose une caméra par terre, que ça tremble et ce truc là pour moi, cette recette là, tu peux pas l'inventer et tu peux pas t'inventer une vie pareil en postant un contenu par jour. Enfin si t'es pas forcément à fond dedans, tu peux pas poster une vidéo par jour pendant 6 mois, genre c'est pas possible. Et je pense que l'authenticité joue quand même beaucoup. Ça c'est sûr, ça c'est vraiment un vecteur numéro 1 aujourd'hui sur les réseaux sociaux, au-delà de la consistance et tout. Tu vois directement le créateur qui kiffe ce qu'il dit, qui kiffe ce qu'il fait et qui se fait kiffer, tu vois. On parle beaucoup des créateurs qui surjouent, mais ça tu le vois maintenant, il y a pas de secret. Tu vois quand le mec il est dans son élément ouais, pas, ouais, surtout quand tu me connais, toi tu me connais. Ça veut dire qu'en fait t'as vu la vue, tu m'as connu bien avant les réseaux, tu m'as connu pendant et tu me connais maintenant aussi. Donc en fait tu es le meilleur témoin pour dire comment j'ai évolué, est-ce que je suis resté le même, est-ce que j'ai changé. Alors il y a toujours des trucs qui changent, mais globalement tu es le meilleur témoin de ça. En fait pour moi le changement c'est pas forcément quelque chose de négatif parce que souvent tu vois quand tu te lances dans des projets et que tu deviens par exemple un peu successful, on dit ouais t'as changé etc. Ouais. Et tu perds des amis etc. Mais au final c'est normal d'évoluer parce que si j'étais toujours le même que celui que j'étais il y a 15 ans, il y a un problème. Ouais. Et toi aujourd'hui comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que tu te dis bah écoute si j'ai perdu des amis à cause de ça parce que j'ai changé, parce que j'ai évolué, parce que j'ai mûri peut-être, écoute tant pis.
Je vais pas dire tant pis, mais encore une fois, je pense qu'il y a des priorités en fait. Des priorités, la famille, proche. Et après, les projets, c'est ce qui va me permettre d'atteindre mon objectif. J'ai un objectif qui est pas seul, j'ai un objectif aussi familial. J'ai un objectif de développement, tu vois, personnel, d'être la meilleure version de moi, etc. Et donc en fait, encore une fois, personne ne va pouvoir m'arrêter dans là où j'ai envie d'aller. Ou si on m'arrête, eh ben, ce sera un moyen de faire une pause et de repartir sur un autre truc. Mais clairement, oui, j'ai perdu des amis. Oui, il y a eu des sacrifices genre de fou, tu vois, pour arriver là où j'en suis. Mais je voulais quand même rester une personne avec on va dire mon âme et mes envies du Reda en 2017, en 2018. Je veux vraiment garder ce truc-là. Et en fait, l'influence, c'est un monde où il y a de l'argent, c'est un monde où il y a des vices, c'est un monde où il y a beaucoup de trahison, etc. Donc pour moi, c'est important de se connaître soi-même et d'avoir un entourage solide pour pouvoir solidifier un peu tout ça. Et ouais, moi, j'ai un entourage qui sait me dire quand, par exemple, que ce soit un contenu ou un comportement qui parfois va être un peu différent, et ben, il suffit juste d'avoir confiance en ces personnes-là pour se dire, ok, t'as sûrement raison. Et on est tous des humains, donc à tout moment, on peut à un moment donné soit glisser ou changer petit à petit. Après, c'est des questions aussi de fréquentation, il y a énormément de sujets. Mais moi, je sais que j'ai un entourage solide et qu'ils ont accepté aussi ce chemin-là. C'est-à-dire qu'ils sont dans mon bateau et je sais que ma réussite, c'est leur réussite aussi. Donc ce truc-là, pour moi, c'est pas tant pis, mais les gens me connaissent, en tout cas mon entourage me connaissent, ils savent où je suis, ils savent où je tourne mes vidéos. Ça veut dire que si à un moment donné, il y a quelqu'un qui a envie de plus ou et tu sais comment je suis, la porte elle est toujours ouverte. Genre, j'ai jamais fermé la porte à ce que quelqu'un vienne potentiellement faire quelque chose avec moi ou développer un truc avec moi. Genre, surtout mes proches ou mes anciens amis ou même mes amis actuels. La porte elle est toujours ouverte et je suis très transparent. Donc du coup, cette notion du feedback, j'essaie de la donner dans un but d'avancer. Après, j'avoue, je me soucie pas trop du reste. Je pense que tu as bien raison. C'est en fait quand on en revient un peu, tu sais, à la discussion qu'on a eu au début, tu as ta vision, tu mets tes œillères et t'avances. Exactement. Et après, celui qui veut venir s'intégrer, il vient. Celui qui veut pas. Et dans les œillères, il y a les proches. Enfin, dans mes œillères, il y a mes proches avec moi. Ça veut dire qu'ils sont intégrés avec moi. Ce monde des réseaux, c'est un moyen d'arriver à mon objectif. Bien sûr. Les marques, c'est un moyen pour moi d'avancer. Aujourd'hui, j'ai pas foncièrement envie de me marier avec une marque. Aujourd'hui, la marque a un besoin. Moi, je dois avancer. On se check, on avance. C'est tout. Et pour moi, c'est professionnel et ça restera professionnel. Après, quand il y a des trucs qui vont un peu plus loin, tant mieux. Mais moi, quand je suis dans le professionnel, c'est professionnel. Tu m'aides à avancer, let's go. Tu veux pas m'aider à avancer, ben, tu peux rester sur le côté. Si tu veux m'aider, viens, on peut faire des trucs. Comme je t'ai dit, la porte, elle est ouverte pour tout le monde à partir du moment où on a un objectif commun. C'est tout. Absolument. Moi, je trouve que tu es quelqu'un qui est hyper focus sur ses objectifs et j'apprécie ça. Et justement, ok, on a des objectifs pro, mais on a aussi des objectifs perso. Comment aujourd'hui tu priorises du coup toutes ces activités, tous ces éléments-là, tous ces aspects de ta vie? En fait, ce que j'ai envie de vraiment comprendre, c'est quoi les éléments qui sont non négociables dans ton emploi du temps? Non négociables? Ouais, c'est ça. Un truc où tu te dis, ouais, c'est mort. Ça, je ferai pas de croix dessus. Je pense que les rendez-vous qui sont engagés, je peux pas faire de croix dessus, sauf cas de force majeure. Et cas de force majeure, c'est famille, parce que c'est quelque chose que je peux exprimer. Demain, cet après-midi, je dois aller à Paris. Je sais que je vais y aller. C'est prévu, c'est dans mon agenda. Il n'y a pas de raison qui vont faire que je ne veux pas aller à Paris, par exemple. Tu vois, ça s'est fait en dernière minute, mais je sais que je vais aller là-bas. Et ce truc-là, à partir du moment où j'ai donné mon accord à la personne, à la marque, au collaborateur avec lequel je vais travailler, pour moi, ça, c'est censé être non négociable, parce que je suis censé m'organiser de mon côté. Maintenant, tout ce qui est famille, pour moi, c'est priorité zéro. Vraiment, c'est top. C'est la fondation. C'est fondation. Même si la famille demande aussi beaucoup d'attention. Donc ça veut dire que parfois, aussi avec la famille, il faut savoir dire, bah voilà, par exemple, moi aujourd'hui, je ne travaille plus en CDI. Bah, c'est logique que pour la famille, je suis censé être dispo 24h sur 24, 7 jours sur 7. Tu prêches un convaincu. Voilà. Donc après, c'est aussi savoir s'exprimer avec sa famille et ça, c'est important de pouvoir leur exprimer que bah, aujourd'hui, moi, j'ai tel truc de prévu ou des fois des trucs en dernière minute et que après, c'est encore une fois, c'est la rançon aussi pas dire la rançon de la gloire, mais c'est le revers de la médaille. Ça veut dire que grosse prise de risque, gros résultat, gros travail, en tout cas, l'effet boule de neige que j'essaie de construire avance vers ce projet-là. Donc les sacrifices familiaux ont pour but aussi d'avoir un futur meilleur. Après, on sait pas combien de temps on est sur Terre, etc. Mais dans mon intention, à partir du moment où je vais parfois prioriser, où je vais me dire là c'est pro, alors que peut-être j'aurais pu passer un peu plus de temps avec ma famille, j'aurais la vision, la vue en tête de ce qu'il y a au bout, tu vois. Et c'est là où je vais me dire, j'aurais pu passer du temps avec ma famille à ce moment-là, mais ce qu'il y a au bout, je sais qu'on va tous être dans ce même bateau-là, et parfois il faut savoir descendre dans la cave du bateau pour aller mettre l'essence, au lieu de rester boire un café en haut, et le cocktail qu'on sirotera à la fin du chemin, il sera encore plus sucré que si on met plus de temps, tu vois. Alors après, c'est des questions de vision, la famille pour moi ça reste numéro 1 malgré tout, mais après encore une fois, comme je t'ai dit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Aujourd'hui, c'est pas forcément possible, mais il faut savoir. Je pense que si je m'organise mieux, j'arriverai à dégager plus de temps. Mais après, encore une fois, je suis en constant apprentissage. Tu vois. Je peux pas non plus
être partout, tout le temps, mais il faut savoir quand même prioriser. Tu as aussi parlé de vision. Aujourd'hui, c'était 2 moteurs. Ouais. Est-ce que tu en as d'autres? Famille, vision, famille, moteur numéro 1, sans réfléchir vraiment, c'est famille. Parce que du coup, tu veux un monde meilleur pour toi, mais aussi pour les gens qui Bien sûr. t'entourent. Ça veut dire qu'il y en a qui sont pareil, centrés. Et après, force à ceux qui sont seuls et tout. Genre, je respecte à fond. Mais moi, genre, sans ma famille, je sais que je serais peut-être fainéant. Tu vois. Parce qu'en fait, c'est ma famille qui me donne cette force de me dire, je le fais pour moi, mais je le fais pour eux aussi. Et limite, la responsabilité de le faire pour eux, elle est plus importante que la responsabilité de le faire pour moi. Parce que si c'est pour moi, je peux bosser en CDI, puis je progresse et j'avance. Et je sais pas, je trouve que moi, mes proches, en tout cas, ils ont été fondamentaux dans le fait, dans l'envie, dans la motivation d'aller plus loin. Ok. Ça, c'est important. Après, la vision, pour moi, c'est la carotte qui me fait avancer. Et la famille, c'est comme si j'avais un sac à dos et tu vois que je dois avancer avec ce sac à dos là, tu vois. Donc l'analogie de la carotte et du sac à dos, c'est exactement ça. Je suis un voyageur avec un sac à dos, la carotte, et j'avance. Et j'avance vers ma vision. Et j'avance. Et même si je m'arrête, j'aurais été beaucoup plus loin que si j'avais pas commencé mon chemin il y a 5 ans, tu vois. Bien sûr. Donc c'est pas une question, tu vois, d'abonnés, d'argent. C'est vraiment une question d'avancer là vers où je veux aller. Tu vois. Et même si je gagne 500 € par mois dans 10 ans, mais je suis là où j'ai envie d'aller, c'est bénéf pour moi. Même si je suis plus sur les réseaux, tu vois, ils vont dire je suis passionné de la création de contenu. Moi, je kiffe ça. Mais demain, si tu me dis, tu serres la main à ton... Enfin, tu peux aller à ton objectif, tu te téléportes et tu t'éteins des réseaux sociaux, je te serre la main, j'éteins direct. Ça, c'est important, je pense. Donc, famille, vision. Et après, je dirais, en fait, le travail. Le travail, c'est pas un moteur, mais je trouve que c'est, encore une fois, dans le côté effet boule de neige, hein, mais c'est plus tu travailles, plus tu deviens pas accro au travail, mais plus tu développes des façons de travailler qui font que, en fait, tu passes d'un V6 à un V8, à un V10, à un V12. Tu crées en fait de nouvelles connexions Voilà. qui fait que Exactement. tu deviens meilleur. Que tu deviens meilleur dans le travail, que tu sais économiser plus de temps. Et Plus etc. éveillé sur plein d'autres choses aussi. Exactement. Ok. Écoute, j'ai une dernière question sur la partie productivité. Dis-moi. Si tu peux nous donner juste un hack, une astuce, etc. de productivité, ce serait laquelle? Une astuce de productivité, Ouais. J'en ai plusieurs. Je suis quelqu'un qui galère à se lever le matin. Réveil loin du lit, c'est l'un des trucs les plus importants, je trouve, qui a changé un peu ma manière de voir les choses. Quand j'étais pas du matin, je mettais mon réveil loin du lit et je trouve que je me mettais dans ma journée. En fait, ce côté de j'éteins, etc. En fait, à un moment donné, faut passer à l'action, il faut se dire vas-y, let's go, je me lève. Il y a ce truc-là, je sais que c'est peut-être pas important pour certaines personnes, mais moi, ça a été important parce que maintenant, je suis beaucoup plus du matin qu'avant. Et en fait, c'est venu juste de cette petite action-là, de me dire je vais me réveiller à 7h, et je vais mettre mon réveil loin. Et en fait, je vais me battre contre moi-même pour aller éteindre le réveil. Et c'est bon, à un moment donné, tu te lèves de ton lit, tu vas aller éteindre ton réveil là-bas. Flemme de revenir ça y et est, de. c'est bon, en tout cas, ça me sort juste des chaînes ouais, du lit qui absolument. te bloquent, tu vois. Et le deuxième truc, c'est je hack mon cerveau. Je hack mon cerveau tout le temps. Et ça me permet de faire des choses et de bouger la procrastination. T'as une astuce justement plus concrète? En fait, Comment tu hackes ton cerveau? quand tu hackes ton cerveau, c'est, par exemple, je sais que quand je dois faire un truc qui me prend moins de 5 minutes, je le fais tout de suite. Ça, c'est un truc où je me dis, ça dure moins de 5 minutes, je le fais et après je passe à autre chose. Donc des fois, j'ai 3 trucs de 5 minutes à faire et je me dis, vas-y, je le fais. Et ça, Prends un bloc et... parce que les trucs de 5 minutes, c'est des choses que tu oublies et qu'au final, tu passes à autre chose. C'est clair. Et en fait, les trucs de 5 minutes, je sais que je hack mon cerveau, mais pour le faire, en gros, je me lève. Genre, je sais pas comment t'expliquer, mais je rentre d'une création de contenu. Je me pose chez moi sur le fauteuil, j'allume mon téléphone, tu te dis, bon, je vais regarder un peu ce qui se passe et tout. À partir de ce moment-là où je sens que je commence à rentrer dans ce fauteuil de la procrastination, je me lève. Ok. Je me dis non, tu vois, je me lève et après je réfléchis à ce que je peux faire, tu vois. Même si des fois ça m'arrive de tomber dans ce fauteuil là comme tout le monde, je vais pas faire le mec parfait tout ça, mais je sais que j'essaie de hacker mon cerveau en disant en fait on se donne toujours des raisons dans notre tête. Ouais, c'est bon, je le ferai après. En fait, je laisse même pas cette voix parler. Dès que cette voix elle commence à arriver de tout à l'heure, non, je me lève et tu vois, j'essaie de hacker un peu ce truc là, tu vois. Je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais je sais que j'essaie à chaque fois qu'il y a une petite voix dans ma tête de me lever, de me dire non, Tu toi casses la boucle. tu vas pas me parler, Ouais. je vais faire mes trucs et tu vas me laisser tranquille. Et des fois, je tombe un peu plus dans ce côté-là quand je suis fatigué. Ok. Quand j'ai des gros moments de fatigue, je vais avoir tendance à parfois rester beaucoup plus dans le lit, à faire des siestes de 3 heures ou quand je suis fatigué, tu vois, des trucs comme ça, alors que des fois j'ai des trucs de prévu. Mais encore une fois, on est des humains, genre je suis Absolument, pas, t'es tu pas une vois, machine. genre, à un moment donné, voilà. Et ça me fait du bien des fois. Genre je te jure, des fois ça me fait du bien de me poser et de me dire, je fais rien. Ok. Je fais rien. Et en fait, ça dépend pareil de la to-do list. Je sais que si j'ai des trucs qui, encore une fois, vont me freiner, ça y est, je suis obligé de le faire. Et je sais que des fois, je reviens de voyage, je suis KO, on est samedi, lundi j'ai des rendez-vous. Je sais que si je continue samedi et dimanche, je vais être cuit et tout ça. Donc je me dis, vas-y, une journée et demie off et je profite avec la famille et le mode de concentration et repos de mon téléphone n'ont jamais je les ai jamais autant utilisés que maintenant. J'éteins, paf, allez hop, on va faire autre chose et puis on va kiffer.
Ok. Tout à fait. Écoute, Reda, on a une dernière île à explorer Yes. avant d'atterrir sur un petit jeu bonus. L'île du digital, c'est ça? L'île du digital, c'est ça. Fais-moi rêver. Et donc, sur l'île du digital, en fait, j'ai envie de comprendre aujourd'hui, qu'est-ce que tu utilises, sur quels outils aujourd'hui ont fondé tu vois, ton activité, Mhm. sur quoi tu te reposes, et de comprendre aussi ta vision, toutes ces nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, un petit peu, comment tu te positionnes par rapport à ça, et quelle est ta vision. La première question, elle va être simple. Aujourd'hui, tu utilises quoi comme outil pour travailler? Aujourd'hui, j'utilise mon téléphone avec les réseaux sociaux, bien évidemment, qui me permettent aujourd'hui de partager mon message et mes informations. Donc pour moi, les réseaux sociaux sont le vecteur numéro 1 de mon métier et de mon travail actuellement. Ok. Faut pas non plus se le cacher. Au niveau des outils, donc pour la création de contenu, il y a des téléphones, il y a des caméras, il y a des micros, etc., etc. Je suis pas expert de ça et j'ai pas envie de l'être. Ok. Je veux juste avoir une caméra qui me permet d'avoir les meilleures images ou potentiellement le micro qui me permet d'avoir un super son, etc., etc. Je vais pas forcément faire des recherches là-dedans parce que c'est pas un truc qui me passionne plus que ça. Au niveau des outils, je travaille sur Premiere Pro sur l'ordinateur, enfin sur le PC, et je travaille sur VN sur mon téléphone, qui est un outil que j'ai découvert récemment, enfin il y a quand même quelques temps maintenant, mais qui me permet de monter les vidéos sur le téléphone. J'ai moins d'affect avec CapCut alors que tout le monde utilise CapCut, mais je sais que moi VN c'est mon outil, j'aime bien, je me sens à l'aise, je le maîtrise à 100% et j'utilise ce truc-là pour avancer. Et après, comme je t'ai dit, il y a aussi Discord qui est un outil qui m'aide dans la productivité. Et après, dans la création de contenu, en vrai, il n'y a pas vraiment autre chose. Hein. Moi, je suis content de ne pas avoir. Il y a quelques lights, etc. pour le streaming et tout, mais moi, je suis content de ne pas avoir trop de matos. Ou sinon, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe du matos parce que je me vois pas. Ok. Je trouve qu'il ne faut pas que je me mette trop dedans. Tu vois. Je veux pas. Tu vois. Et en termes de logiciels, genre par exemple pour, je sais pas, gérer ta compta, gérer J'ai tes projets, etc. J'ai une banque qui s'appelle Shine qui Ok. fait un peu de compta et de banque. Mais pareil, genre pour moi, l'objectif c'est la facilité, la praticité et le fait que ce soit accessible à tous. Je veux pas avoir un outil hyper, tu Hyper vois, complexe, hyper hyper chiadé, développé. Tu vois, Premiere Pro, je m'y suis mis parce que c'était un peu l'outil roi pendant un moment et ça l'est encore, mais on peut faire des trucs de ouf sur Premiere. Mais tout ce qui est Photoshop, tout ce qui est After Effects et tout, je touche pas. Tu vois. Ok. Vraiment, je touche pas. Mes miniatures, je les faisais sur Paint.net. Genre, j'ai pas cette vocation à vouloir. Pour rentrer dans la technique. Ouais, voilà. Genre, je kiffe le basket. En fait, ma passion de base, c'est le basket. Mhm. Comment on peut faciliter la vie pour me permettre de vivre de ça sans rentrer dans la technique, tu vois. Et justement, par rapport à ça, là où je me dis que tu vois, ça peut être intéressant, c'est au niveau de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as pu utiliser, ou tu vois, notamment des outils comme ChatGPT, etc. Et quelle est ta vision justement par rapport à l'intelligence artificielle? Est-ce que toi, tu y vois des potentiels impacts et applications justement dans le domaine du basketball, de la sneakers ou même de la création de contenu? Je trouve que c'est important, surtout sur la partie data et exploitation de la data. Sur le basket, aujourd'hui, une intelligence artificielle, elle peut te permettre de te sortir, t'as mis 5 sur 10 au shoot de telle façon, peut-être parce que ton corps il répondait de telle façon. Enfin, pour moi, la gestion de la data via l'intelligence artificielle, c'est incroyable ce qu'on peut faire et je pense que c'est intéressant. Dans ma création de contenu, demain, ça peut me permettre d'écrire des scripts, des articles sur mon site internet. Ça peut me permettre potentiellement de me donner des idées pour des vidéos, etc. etc. Je pense que j'ai pas utilisé l'intelligence artificielle comme je pourrais l'utiliser parce que, encore une fois, le côté créativité, authenticité, c'est un truc qui s'achète pas et qui Bien peut sûr. pas forcément tu vois, faire place à l'IA. Maintenant, je pense que demain, je dois écrire un script sur une chaussure. L'IA peut m'aider à 80% à l'écrire et ensuite, Absolument. moi, j'apporte ma touche pour le faire. C'est juste qu'à aujourd'hui, je me focus sur ce qui me plaît le plus. Bien sûr. J'ai des équipes qui travaillent avec moi, mais tu vois, demain, je me ferme pas la porte à avoir quelqu'un qui puisse être un chef de projet IA et qui puisse essayer de développer les meilleurs outils pour m'aider dans ma création de contenu et dans mon entreprise. Franchement, je trouve que ça pourrait être un vrai plus pour moi d'avoir un gars qui puisse être expert là-dedans et qui me dise ok, pour tes vidéos, il y a ça qui peut t'aider, pour tes scripts, il y a ça qui peut t'aider, pour ta création de contenu, il y a ça, pour ton montage, il y a ça, pour tes sous-titres, il y a ça, mais je veux juste pas mettre les mains dedans. Pour Ok. l'instant, je veux pas être un expert en IA, je veux vraiment être 100% sur ma création de contenu et c'est parce que c'est ce qui me fait le plus kiffer et voilà. Et c'est tout à ton honneur, puisque je vais te partager un peu ma vision de Mhm. moi, comment je vois un petit peu le monde de l'entrepreneuriat, un peu mon regard sur ça. C'est que du coup, en fait, tu vois, tu as des outils comme ChatGPT où en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de contenu, c'est du copier-coller. Parce que en fait, ça sort de ChatGPT. On reconnaît aujourd'hui la touche ChatGPT. Ok. Et en fait, pour moi, ChatGPT, c'est pas le producteur normalement du contenu. Ça doit être, en fait, il faut vraiment le voir comme un super stagiaire. Ok. En fait, c'est quelque chose où normalement, tu produis ton contenu, tu as les idées, etc. Il va venir justement peaufiner ça, y donner un ton bien spécifique, y donner une touche, justement, un angle que tu veux aborder. Tu vois, par exemple, il est très fort, tu vois, par exemple, ChatGPT, tu vas lui donner un sujet et tu veux, par exemple, le mettre en relation avec un autre sujet où, en fait, le lien te vient pas de manière évidente. Ça, c'est super intéressant. Trouver des axes ou des angles et un peu élargir
nourrir ta créativité. Et là où je te rejoins en fait sur le fait que tu veux pas y mettre les mains en fait dans la technique, c'est que pour moi en fait les entrepreneurs, il y a deux catégories. Tu as la catégorie en fait des visionnaires, ceux qui portent la vision, les chefs d'entreprise, eux n'ont pas à mettre la main dans la technique. Et c'est là où je trouve aussi très smart, puisque en fait tu as déjà intégré dans ton équipe quelqu'un qui a cette partie opérationnelle, tu as un directeur opérationnel qui lui va s'occuper, en fait tu as des tâches quotidiennes, de la gestion de tes projets, etc. Est-ce que toi du coup tu te vois bien du coup aujourd'hui prendre de plus en plus ce rôle de visionnaire, etc. et plus déléguer toute cette partie où tu vas mettre les mains dans le cambouis? Je me vois déléguer, mais avec un but précis. En fait, encore une fois, de la même façon que ce que j'attends d'une marque d'avancer avec moi, je veux être un plus pour les gens qui travaillent avec moi et pas être en plus et dire bah ok, je travaille avec Rookix, avec Reda, j'écris des articles toute la journée, j'en peux plus. En fait, pour moi, il faut qu'il y ait un truc un peu plus ouvert et de dire bah ok, il y a des articles à écrire, mais comment moi demain je peux essayer de t'aider dans ta propre vision en fait, tu vois. Je veux en effet moins mettre les mains dans la technique, c'est sûr. Maintenant, je veux que les gars qui mettent les mains dans la technique soient passionnés par ça, soit aient envie de m'aider à ce moment-là sur ce truc-là, tu vois. Genre, donc c'est pour ça que c'est un oui mais, non mais plutôt. Non, je veux pas mettre les mains dans la technique, mais je veux que les gars qui bossent sur la technique soient soit des experts de leur sujet, soit des passionnés. Et comme ça, il y a un cercle vertueux parce que, en fait, globalement, on a l'image de, mais en fait, moi, je suis chef d'entreprise, je mets pas les mains dedans. Mais en fait, à un moment donné, si demain, j'ai envie d'inspirer mon petit frère à devenir comme moi, il faut qu'il passe par ces aspects-là et qu'ensuite il puisse avoir des conseils pour aller plus loin, tu vois. Donc non, je veux pas mettre les mains dans le cambouis. Enfin, je veux de moins en moins mettre les mains dans le cambouis, mais je veux que les personnes qui mettent les mains dans le cambouis aient plus que du cambouis, qui puissent goûter à ce que je peux goûter aussi, parce que sinon c'est trop hiérarchique et c'est une vision un peu utopiste, hein, de dire ouais mais en fait je veux que tout le monde profite, etc. Mais tu dois passer par le cambouis pour être propre derrière. Mais pour moi, dans mon monde de l'entreprise idéale, il faut que tu fasses un peu de cambouis mais un peu d'autres choses et que tu puisses mêler les deux aussi pour que tu puisses t'inspirer, parce que si tu fais que du cambouis, ça peut aussi avoir l'effet négatif de te dégoûter un peu. De te lasser. Exactement. Moi, je trouve que c'est très smart dans la mesure où du coup, tu veux vraiment prendre cette position de leader en fait à bras le corps et du coup donner aussi des armes aux personnes qui bossent avec toi, demandent de pouvoir se développer, rechercher aussi la meilleure version d'eux-mêmes, d'apprendre des skills aussi en même temps, de se développer. J'aime beaucoup. J'ai une anecdote autour de ça et je sais plus où je l'ai entendu, mais j'aurais aimé redonner les fleurs au gars qui avait dit ça, mais je sais que à date, si un mec dans l'opérationnel, je le paye, je sais pas, 4 000 € par mois, pour moi, l'argent, je vais lui donner un billet, tu vois. Je vais lui donner un billet pour quelque chose qu'il fait pour moi, ce qui paraît logique dans du travail. Alors que pour moi, le conseil, le savoir, c'est des choses qui sont pas palpables et c'est quelque chose qu'on partage. C'est pas un billet de 20, tu vois. Genre aujourd'hui, on partage du savoir, je coupe pas le billet en deux, je te donne 10, je te donne 10. Je te partage le savoir, je l'ai, tu l'as, on l'a ensemble. Et c'est plus comme ça que je le vois. Je te dis pas que j'arrive à le faire aujourd'hui à 100% dans mon entreprise et j'aimerais bien le faire, mais c'est en tout cas la voie vers laquelle j'aimerais aller, en se disant, t'as monté les vidéos, est-ce que t'as envie potentiellement demain de filmer aussi? T'as filmé, est-ce que tu veux apparaître aussi dans la vidéo? Ça peut être un chemin. Ou le mec il fait, ok, je veux monter les vidéos, il y a beaucoup plus de vidéos. C'est quoi, viens, on développe ton entreprise maintenant. Okay. Et du coup, toi, tu vas monter pour moi, mais tu vas avoir 3 monteurs en dessous qui vont bosser pour toi. Et donc, toi, tu vas aussi monter. Et donc, tu vois, toi aussi, tu vas être un monteur en chef avec tes monteurs, entre guillemets, qui vont être dans ce qu'on appelle le cambouis, même s'ils vont être dans l'apprentissage de ce que lui a peut faire. Lui, il inspire les autres monteurs, il prend de la hauteur et il est plus que monteur. Il va devoir aussi avoir des côtés stratégiques, opérationnels, management, etc. Et en fait, ce côté échelle et aider les gens à monter chacun dans son échelle, c'est hyper important. Parce qu'on a toujours eu, enfin, on a peut-être eu des freelances qui t'ont aidé sur 2 mois, ils t'ont fait des trucs et tout, mais pour moi, c'est plus que ça la valeur ajoutée. Et on se parlait d'héritage, d'impact et tout. Genre, pour moi, c'est hyper important de dire quelqu'un qui travaille pour toi, comme la communauté qui, pour le coup, quand elle like, quand elle s'engage, elle t'aide aussi à aller vers où tu veux, c'est d'avoir ce côté gratitude, giving back, redonner et d'aider aussi un petit peu. Chaque fois que j'ai fait ça dans ma vie, c'est revenu en positif. Des fois même en x10. Des fois en x10. Donc à un moment donné, il faut juste appliquer cette simple règle-là. Comme je t'ai dit, je le suis pas, je te dis ça comme si je le faisais parfaitement, mais en tout cas, c'est l'intention que j'ai à date. C'est de faire grandir les gens avec moi et d'essayer de tirer les gens vers le haut. Ça m'amène en fait à un autre sujet que je voulais aborder avec toi sur le digital. C'est plus sur la partie du coup réseaux sociaux, puisque ça fait des années que tu es dessus. Aujourd'hui, quel est déjà ton réseau social privilégié sur lequel où tu te dis ouais c'est vraiment intéressant. Et j'aimerais en fait comprendre en fait quelle est la relation et l'approche que tu as sur chacune des plateformes. Comment tu les abordes? Est-ce que toi dans ta tête tu as craqué le code de l'algorithme, etc. Comment c'est quoi ton approche par rapport à ça? Mon réseau social favori au départ c'était YouTube et j'ai l'impression que c'est le petit frère que j'ai délaissé sur ces
2 dernières années et que je suis en train avec lequel je reprends contact. Mais mon réseau social favori, ça reste Instagram parce que pour moi, c'est simple de pouvoir poster, c'est simple de pouvoir passer un message. Les stories, c'est en temps réel, pas besoin forcément de faire de montage. Tu parlais de spontanéité, d'authenticité. En fait, pour moi, je peux tout faire sur Instagram. Je veux pas forcément que ce soit super beau, parce que des fois sur Instagram, on a l'impression qu'il faut que tout soit beau et tout, mais c'est mon moyen de communication numéro 1 aujourd'hui. C'est le moyen de communication avec lequel j'ai le plus d'impact. Et donc, c'est le réseau social où je donne le plus d'attention à l'heure actuelle. Ensuite, je mettrai YouTube pour moi en 2. Je mettrai pas TikTok et je t'explique après pourquoi je le mets en 3 pour l'instant. Parce que YouTube, pour moi, c'est là où le cœur de ma communauté s'est créé. C'est là où l'engagement de ma communauté s'est créé. Les mecs qui sont le plus engagés, c'est des gars qui me suivent sur YouTube, qui regardent mes vidéos de geek où je suis en train de présenter une paire pendant 15 minutes à dire mais ça c'est telle couleur, c'est telle amorti, elle marche bien sur le terrain parce que A plus B plus C. Pour moi, ça c'est la vraie communauté. Parce que un contenu que tu vois sur Insta, tu le swipes et tout, même si les gars qui sont sur Insta sont cool. Mais sur YouTube, pour moi, c'est des gars qui vont se poser pendant 15 minutes, passer un moment avec toi. Et pour moi, ça a beaucoup plus de valeur que sur Instagram. Et donc c'est pour ça qu'Instagram, je le mets quand même en 1 et je mets YouTube en 2. Et j'aimerais bien que YouTube devienne le numéro 1 dans les prochaines années. Ça va à contre-courant des tendances un peu parce que les gens on parle de TikTok, Twitch et tout, mais Twitch, YouTube, je t'expliquerai un peu après comment moi je vois les choses. Mais je trouve que YouTube, ça reste quand même des formats hyper impactants, hyper engageants. Et tu regardes 1 million de vues sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, ça n'a pas du tout le même impact. Ça n'a pas la même valeur. 1 million de vues sur YouTube, ça t'apporte une visibilité qui est plus forte et un engagement surtout qui est plus fort. Et justement, par rapport à ça, aujourd'hui, du coup, sur ce réseau social-là, YouTube, quelle est ta stratégie justement pour pouvoir le reconquérir, etc. C'est d'être plus régulier? D'être plus régulier, je pense que ça c'est l'étape numéro 1 et d'être plus spontané. Okay. Parce qu'en fait sur mes tests de présentation chaussures, avant c'était scripté, maintenant ça l'est plus. C'est de plus en plus spontané. Mais je veux proposer d'autres expériences parce que en fait quand tu me suis sur Instagram, tu vois l'intégralité des expériences que j'ai vécues sur 2022 et 2023 et sur YouTube malheureusement, on n'a pas forcément... Pas assez documenté. Voilà, c'est pas assez documenté, il faut plus de formats. Pour ça, il faut plus d'êtres humains qui travaillent sur ça parce qu'il faut un mec avec une caméra ou un iPhone qui tienne l'iPhone en horizontal ou en vertical ou qui fasse les deux, etc. Donc pour moi, YouTube, c'est un vrai objectif pour moi. La communauté qui me suit est là, tu vois, mais pour moi, il y a un vrai objectif d'aller proposer des formats divertissants, des formats un peu différents, d'aller me faire plaisir sur des trucs très cool. Mais encore une fois, je veux pas toucher la technique vraiment parce que je veux vraiment pouvoir être dans la créativité, dans la gestion de projet plutôt que dans la technicité du montage. C'est ça, d'être dans ta vision plutôt que dans l'opération. Exactement. Okay. Et du coup, j'avais une autre question qui est plus liée en fait à ta relation avec ces réseaux sociaux-là. C'est plutôt en fait l'équilibre que tu fais aujourd'hui entre les relations du coup virtuelles que tu as avec ta communauté, etc. et le monde réel, dans la mesure où du coup, depuis quelques années, notamment depuis ton premier event que tu avais fait, je pense, en 2020 ou 2021, sur le concours à Lille, là, en 1 contre 1, tu fais depuis là, je trouve que tu fais pas mal d'events avec une présence physique. Comment tu appréhendes justement cette relation-là? Pour moi, les réseaux sociaux aujourd'hui permettent de gagner... sa vie et on peut pas l'enlever. Maintenant, les relations réelles, pour moi, ça vaut, je peux pas te donner un coefficient multiplicateur, mais ça vaut beaucoup plus. J'ai fait un camp, j'ai pu rencontrer des gens qui me suivent depuis 4-5 ans, qui sont venus, qui ont investi de leur argent et de leur temps pour venir passer une semaine avec moi. Génial. J'ai jamais vécu des expériences aussi bien que quand j'ai rencontré les abonnés. Quand j'ai dépassé 100 000 abonnés sur Instagram, rappelle-toi, j'ai fait un tour de France. Absolument. Il y avait, je sais pas, 150, 200 personnes par ville. Incroyable. Qui venaient pour me rencontrer, pour gagner des paires, pour échanger avec moi et c'était sûrement la meilleure expérience que j'ai faite dans ma vie. Donc en fait, professionnellement parlant. Et ça, pour moi, ça a été hyper important de réunir dans le réel. Et pareil dans ma vie de tous les jours. En perso, sur les réseaux sociaux, je partage mon quotidien basketball. Si ça n'a pas de rapport avec le sport ou le basketball ou quelque chose qui est en rapport, ça n'apparaît pas sur les réseaux. Donc tu vois, ça me permet d'avoir... T'as ta ligne directrice encore une fois. Moi, c'est le basketball, sneakers, potentiellement demain d'autres formats, d'autres projets. Mais tout ce qui est hors basketball, ma vie perso, d'autres trucs, ça reste dans le privé. Donc déjà, il y a cette frontière-là. Et après, il y a la frontière entre le virtuel du basketball et le réel. Et pour moi, le réel a énormément d'impact parce que pour moi, c'est des relations humaines que tu crées et surtout, c'est des relations plus intenses. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, je communique avec une communauté. Certains, je les connais. Certains, leur photo de profil, c'est un léopard. On va en revenir au truc de tout à l'heure. Et en fait, moi, même le gars, il a beau être super gentil. Je sais pas réellement qui c'est. Eux me connaissent, mais moi, je les connais pas. Et donc, en fait, aller en réel, ça me permet de voir que j'ai des gars de 13 ans qui me suivent, des gars de 25 ans, des gars de 40 ou 50 ans qui me suivent, d'aller les rencontrer, d'aller discuter avec eux. C'est quand tu m'as suivi, qu'est-ce qui te fait kiffer dans ce que je fais? Et en fait, t'as des réponses complètement différentes.
t'as des vidéos qui ont fait 2000 vues. T'as un gars, il me dit, ouais, moi, c'est cette vidéo, c'est ma préférée. Alors que t'as d'autres vidéos à 100 000 et tu dis, mais en fait, tu vois, ce truc-là, Bien sûr. peut-être instinctivement, je vais me dire, bah, je suis déçu. Mais globalement, en fait, des fois, ça touche des gens et c'est pour ça que c'est important aussi de se rendre compte. Pour moi, le réel, ça me permet de me rendre compte de l'impact que j'ai sur la communauté basket et ça m'aide encore à me donner plus d'énergie pour avancer. Donc, pour moi, le réel est indispensable. Vraiment, indispensable, c'est le mot. Ça te permet, j'imagine aussi, d'y mettre un peu de palpable dans l'engagement de ta communauté, etc. Ouais. Surtout la tournée, quand tu vois qu'il y a 200 personnes qui viennent pour te voir et tout, genre, c'est un truc de fou. Et tu connais ma capacité à des fois pas savoir réaliser. Et, tu sais, des fois, je suis là, je l'ai vu en live, j'avais participé. Ah bah t'étais là à Lille, à Lille. T'étais et là. En fait, c'était incroyable. Je me disais, mais c'est vraiment un truc de fou. Quoi. L'engagement qu'il y a, les gens ils sont vraiment à fond. T'as vraiment réussi en fait à créer un mouvement autour de la sneakers. J'en suis content. Des fois, je réalise pas encore, hein, mais j'en suis content d'avoir une communauté comme elle l'est. Et t'as certains entrepreneurs qui vont être en mode, mais en fait, t'as ça, tu devrais faire ça. En fait, des fois, il faut juste passer un bon moment avec les gens qui te suivent. Et voilà, ça n'empêche pas demain d'avoir cette côté gestion de projet, d'avoir de l'ambition, etc. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ma marque de vêtements, c'est pour ça qu'il y a un camp, etc. Mais non, pour moi, le réel est indispensable dans la vie en tout cas, dans ma vie de créateur, le réel est indispensable pour aller plus loin sur mes projets. Merci pour ta transparence. Avec plaisir. J'ai un petit jeu à te proposer avant de clôturer un petit peu notre aventure. On va aller sur un format. En fait, je vais te poser des mini-questions. Tu vas devoir vraiment y répondre du tac au tac. Vas-y. Ok. Alors, si aujourd'hui tu devais avoir un super pouvoir dans ton activité, ce serait quoi? Je pense me téléporter. Si tu devais prendre un café avec une personnalité du passé. Excellente question. Kobe. 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 Okay. Quel sneakers tu es? Kobe, je dirais la Kobe 6, mentalité de champion. Kobe 6, Grinch, les gens connaissent un peu le produit, c'est un produit vert pomme, travail, charbon, Mamba mentality. Bien. Ouais. Quel joueur tu serais? Quel joueur je serais? Mon joueur préféré c'est Allen Iverson, mais je vais dire Steph Curry. J'aime bien, il est malin, intelligent, il a révolutionné le jeu à sa façon. Non, Steph Curry, direct. Okay. Quel endroit improbable où tu as eu la meilleure idée? Waouh! En vacances, je pense. En vacances, un truc où je déconnecte complètement et tu marches. Tu penses vraiment pas du tout à tes projets et d'un coup, tu as une idée qui vient comme ça. Okay. Si tu dois célébrer une victoire, c'est quoi? Est-ce que tu as une danse de la victoire ou une petite célébration? Bonne question. Je réfléchis. Je pense que j'aime beaucoup partager mes réussites avec mes proches. Genre, j'aime pas partager avec tout le monde, mais j'aime trop. Genre, quand j'ai un truc, je vais directement aller voir mes proches, leur dire, hey, y a ça et tout, c'est trop bien, tu vois. Et je sais qu'il faut pas forcément le faire avec tout le monde, parce que des fois, ça peut aussi attirer de la jalousie, Mais je sais que dès que j'ai une victoire, j'aime trop célébrer ça avec mes proches. Okay. Et en fait, comme je te dis, on est tous dans le même bateau, ça veut dire, tu vois, c'est trop bien. Et des fois, genre, je pourrais le faire intelligemment et tout, mais j'aime trop. En fait, je suis pareil dans la spontanéité quand j'ai une victoire. J'aime trop dire, hey, vas-y, j'ai signé un deal, y a ça qui va se passer, je vais faire un voyage et tout. Et je le fais, et j'aime bien le faire directement. J'aime pas commencer à prendre du temps et tout. Genre, c'est validé, on célèbre tous ensemble. Et ça, c'est similaire de mon côté. Même si parfois, tu vois, on te dit que ça peut apporter de la jalousie, etc. Mais moi aussi, j'arrive pas à tenir ma langue. Mais ça fait du bien parce que au moins, tu vois, tout le travail que tu mets, c'est une victoire de pouvoir célébrer ça ensemble, tu vois. Et au moins, ça implique les gens avec toi aussi. Si tu célèbres pas ou bon, ok, tu vois, je trouve ça cool de célébrer ça en famille. Tu vois. Ton snack ou ta boisson qui te rebooste pendant la journée? Et moi, j'ai vraiment de la malbouffe. Hein. T'aimes trop la graille? J'aime trop la graille. J'aime vraiment trop la graille. Je t'ai dit que c'était mon péché mignon. Je travaille dur pour qu'en 2024, je veux pas d'abdos, je veux pas de pecs, je veux juste être bien dans mon corps. Je le suis, là, à l'heure où je te parle, mais j'ai d'autres objectifs, tu vois, d'être plus tonique, plus rapide, plus, tu vois, surtout dans le monde du basket, je veux pas être pro, mais j'ai juste envie d'être bien, voilà. Okay. Tu vois, j'ai juste envie d'être bien, mais j'aime trop la graille. J'aime trop manger des burgers, j'aime trop manger des kebabs. Je veux pas faire l'entrepreneur à dessous à vous dire, il faut manger healthy, bien sûr. Non, j'aime pas les brocolis, j'aime pas les légumes verts, j'aime rien de tout ça. Après, c'est tout, ça fait partie du jeu. Je sais que je dois m'améliorer, mais moi je te dis un bon burger, un steak, ensuite tu mets une salade, tomate, ensuite tu mets une petite galette de pommes de terre, spicy mayo, tu mets ça, frites. Et... Ça me rappelle les souvenirs chicken beef. Exactement, c'est chicken beef, voilà, simple. Si t'étais dans la salle de l'esprit du temps comme dans Dragon Ball, quelles compétences tu développerais aujourd'hui? Aujourd'hui, là maintenant, genre avec tout ce que j'ai appris avant, c'est ça. J'ai envie de te dire, je pense, plus de confiance. Okay. En fait, je m'explique un peu sur ça parce que de l'extérieur, et pour ceux qui vont regarder la vidéo, ils vont se dire ouais, il a confiance en lui de fou, tu vois. En fait, j'ai confiance en ce que j'arrive à maîtriser. Ce que j'arrive à maîtriser, c'est les heures et les dizaines de milliers d'heures que j'ai passées ces dernières années à travailler sur mon projet. Ça, je le maîtrise. Ça, tu peux pas me tester sur ça. Et je le dis parce que je le sais, tu vois. J'en suis conscient. Maintenant, la confiance en moi sur la globalité des autres sujets, elle est pas au même niveau. Et en fait, il y a un vrai gap entre les deux, tu vois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas me dire, tu mets tes lunettes de soleil et tu vas marcher comme ça, tu vas défiler dans un défilé. Je vais te dire bah non, tu vois. Mais voilà, je pense que la confiance serait cool. J'ai deux autres questions
avant de terminer. Ok. Est-ce que tu es un gars du jour ou de la nuit? Un gars du jour. Un gars du jour. Ouais, un gars du jour. La nuit, j'aime bien dormir. Après, ça m'est déjà arrivé de faire des nuits blanches, comme je t'ai dit, hein, mais je suis arrivé à un point où j'aime trop la graille, mais j'aime trop le sommeil aussi. Dernière question, Reda. Mhm. J'ai une liste au-dessus de questions, mais celle-là, je pense qu'elle est pertinente. Ouais. Si tu avais un génie devant toi et que tu pouvais choisir 3 vœux. 3 vœux? Ouais. Ah, bonne question. Hein. Bonne question. Très très bonne question. Dans mon projet ou au global? Au global. Bah, 1, d'aller au paradis, simple. 2, d'avoir toute ma MIF avec moi. Et 3, d'avoir, je pense, tous les musulmans avec moi. Comme ça fait 3 vœux. Enfin, j'aurais pu dire ça en 1 vœu en vrai, hein, mais je te fais 3 comme ça c'est carré. Parce que c'est le but en vrai de tout le monde. Et dans ton projet? Dans mon projet, 1, pouvoir tirer un maximum de monde vers le haut. Que le souvenir qu'on me dise, c'est Reda, il a ouvert une brèche et il a tiré un maximum de gens avec lui. Développement de projet, passion, idée. Ok, j'ai travaillé avec Reda pendant 2 ans et ça m'a donné cette idée-là de faire ça, tu vois. Genre tirer les gens vers le haut. 2, je vais revenir sur le côté confiance. Je pense que j'ai confiance dans ce que je fais au travail, mais tu me croises dans la rue, je vais pas avoir une démarche hyper confiante, etc. Ou même dans des fois ce que j'essaie d'entreprendre, je cogite un peu trop. Donc plus de confiance. Et 3, atteindre mon objectif final, que je peux pas forcément dire aujourd'hui, mais d'atteindre mon objectif final professionnel. Où je pourrais poser mon micro et me dire drop the mic. Voilà, drop the mic, et toutes ces années, elles auront servi à ça. Et voilà. Merci Reda en tout cas pour ta présence aujourd'hui. Bah, merci à toi. C'est la première fois qu'on m'invite sur un podcast où je peux m'exprimer autant. Donc j'espère que ça aura été bénéfique pour les viewers. Encore une fois, j'essaie d'être moi-même et de pas changer. Et vous avez le nectar de ce que j'essaye d'être. Après, je suis ouvert à toute question, discussion, proposition, avec plaisir, en tout cas pour les gens qui veulent échanger et discuter autour de ça. Génial, de toute manière c'est l'esprit de Redline. Et du coup, je vous inviterai du coup 1 fois par mois avec des invités, j'imagine, et j'espère aussi inspirant que Reda, du coup pour vous continuer à naviguer sur les îles de l'entrepreneuriat, du digital et de la productivité, et d'avoir des échanges aussi authentiques qu'aujourd'hui. Reda, merci. Merci à toi.